Alors voilà, c'est parti, je vais faire la vidéo la plus attendue au monde. Je crois que ça va être le plus beau jour de la vie de tous mes abonnés, parce que c'est une vidéo que tout le monde me réclame. Ça fait un an que tous les jours on me dit fais la vidéo sur toi, fais la vidéo sur toi. Donc voilà, cadeau, vidéo sur moi. Alors je pense que la vidéo, je vais l'appeler moi, moi, moi. Moi, 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 parce que les gens ils sont fascinés par moi. Il y en a, ils sont obsédés par moi. Moi, moi, moi. Non pas Basile, non pas les idées de Basile, mais moi. Parce que les gens ne sont pas habitués à ce qu'une personne ne soit là que pour les idées. Basile, il est là que pour les idées. Il apporte des analyses, des réflexions, des critiques. Il est là pour les idées. Il n'est pas là pour sa personne. Regardez, il n'y a même pas sa photo. Il n'y a même pas il y a même pas un animal, il n'y a rien. Ça doit être la plus grosse chaîne YouTube en France sans photo de profil. Pourquoi? Parce que Basile n'est pas là pour son profil. Son profil, en fait, il s'en fout. Il est là pour les idées, et donc il apporte des analyses, critiques, arguments, des idées, quoi. Il est là pour les idées, mais les gens sont habitués à s'intéresser aux personnes. Par exemple, on est intéressé par les célébrités à la télé, non pas pour leurs idées, elles ne partagent pas leurs idées, mais pour leur caractère, par exemple. Leur caractère, leur physique et leur qualité. Par exemple, quand on regarde koh on est intéressé par une personne, elle nous plaît et tout, non pas pour ses idées, analyse critique, argument, mais pour son caractère, son physique, ses qualités. On regarde les émissions de télé-réalité, mais on s'intéresse au caractère et au physique, non pas aux idées. On regarde des films et on est intéressé par les acteurs, pour leur physique et leur qualité d'acteur. Ou les chanteurs, pareil. Ce ne sont pas pour leurs idées. Ça peut arriver, par exemple en politique, il y a un peu plus d'idées, même s'il y a toujours qualité physique et caractère. Il y a un peu plus d'idées dans le monde politique, mais vous avez compris que de façon générale, c'est la personne qui intéresse les gens. Et donc les gens ils sont déstabilisés par Basile parce que il vient mais il n'a pas d'identité. C'est juste des idées. Il vient, il apporte des idées, mais on ne sait pas qui c'est. Qui est Basile? Et les gens ils sont habitués à s'intéresser à la personne et donc il y a déstabilisation. Il y a trois questions qui reviennent. C'est qui es-tu? Quelle est ta religion? Et quels sont tes intérêts? C'est-à-dire pourquoi tu fais ça? Alors pour répondre à qui es-tu, ça va aller vite parce que je ne vais tout simplement pas vous répondre parce que ça ne vous regarde pas. En description, j'avais mis non musulman mais islamophile. Et je pense que c'est suffisant pour décrire Basile. Là, il y en a, ils vont se dire, c'est bizarre, il parle de lui à la troisième personne. Est-ce qu'il est fou? Non, je suis pas fou. C'est juste que Basile, c'est pas moi Basile. Basile, il n'existe pas Basile. C'est une création Basile. C'est un personnage si vous voulez. C'est un personnage parce qu'il n'existe pas dans le monde réel Basile. Il n'y a personne qui se promène dans la rue et qui dit « Je m'appelle Basile Blandine, regardez Bajrafil, c'est le menteur de Bajrafil ». Personne ne fait ça dans la rue car Basile Blandine n'existe pas. Même la façon de parler de Basile, elle n'existe pas, c'est pas la mienne. En vrai, je ne m'exprime pas comme Basile. Parce que je fais du montage, je coupe les blancs, je coupe les bégaiements. C'est-à-dire qu'en vrai, ma façon de parler est beaucoup plus lente qu'en vidéo. Car en vidéo, j'essaie de gagner du temps, donc je raccourcis au maximum et aussi pour le rythme de la vidéo, pour pas qu'on s'ennuie, il faut couper les blancs. Je réfléchis mes phrases à l'avance, des fois je reformule les phrases, des fois je m'enregistre 5 ou 6 fois en prononçant la même phrase parce que j'ai mal prononcé. Donc il y a du montage, et en vrai je m'exprime pas comme ça, il suffit de voir sur ma chaîne secondaire, j'ai fait un live, c'était en direct, et là vous voyez que sur le live, vous voyez que le ton est beaucoup plus posé, lent, ça n'a rien à voir. Basile Blandine, le surexcité qui fait que s'acharner sur Bajrafil, il n'existe pas. Parce qu'il y en a qui me trouvent agressif, excité, ou même obsédé par Bajrafil. Mais ce personnage-là, qui est agressif, excité et obsédé par Bajrafil, ce n'est pas moi. Dans la vie, je ne suis pas agressif, je ne suis pas excité, je suis le contraire, et je ne suis pas obsédé par Bajrafil. Orgueilleux aussi. Il y en a qui disent je suis orgueilleux. Ça, ce sont juste des impressions produites par le personnage Basile Blandine. Si vous me voyez excité et agressif, c'est parce que je fais des vidéos où à chaque fois je me bagarre avec des imams, et en plus il y a du montage. Donc forcément, si vous ne me voyez que lorsque je me bagarre avec Bajrafil, forcément vous me prenez pour un fou furieux agressif et excité. Parce qu'en fait, vous ne me voyez que sur YouTube, et que en mode guerrier en fait. Je suis sur le champ de bataille en train de me battre avec Bajrafil, et vous ne me voyez que sur YouTube, que sur un sujet précis, l'islam, et que en train de me battre. Donc forcément, ça crée une perception de moi qui ne correspond pas à ce que je suis. C'est comme si vous allez sur un champ de bataille et vous regardez un mec se battre avec son épée. Il se bat de façon acharnée avec son épée. Et lors de la prochaine bataille, vous revenez sur le champ de bataille, il est encore en train de se battre avec son épée. Et vous vous dites, oula, celui-là, c'est un excité, il est très agressif. Et il a l'air obsédé par la bataille. Et il a l'air même très orgueilleux.
Oui, mais tu le vois que sur le champ de bataille en train de se battre. Tu peux pas te faire une idée de sa personne de cette façon. Par exemple, si vous m'aviez connu sur une autre chaîne YouTube, par exemple, il y avait une chaîne YouTube où je parlais de koh et là, j'étais pas en mode guerrier, j'étais en mode détente. Là, ce ne serait plus Basile Blandine, ce serait un autre personnage. Et vous n'auriez encore accès qu'à une toute petite facette de ma personnalité dans un contexte donné sur YouTube. En plus, souvent sur Internet, je troll. Donc ça, vous avez une image qui n'est pas moi en fait. Ce n'est pas moi. Basile, ce n'est pas moi. Et je me souviens, il y a 2 ans, il y avait une musulmane qui me posait des questions par mail, mais elle me posait des questions personnelles. Elle voulait pas savoir à propos de Basile, mais à propos de moi, la personne qui va faire ses courses à Lidl. Voilà, parce que d'un côté, il y a Basile, et de l'autre côté, il y a la personne qui va à Lidl faire ses courses. Et elle a contacté Basile par mail, basileblandine@gmail.com, pour lui poser des questions sur la personne qui va à Lidl. C'est-à-dire, elle demande à Basile des informations sur une autre personne, sans se rendre compte que ce sont des personnes différentes. Alors moi, pour la provoquer, comme elle avait l'air obsédée par la personne qui va à Lidl, je lui avais dit, ok, je t'invite à boire un café, on va boire un café, tu me présenteras ta famille, etc. Et bien sûr, elle s'est énervée, elle a dit, c'est très irrespectueux, je le prends très mal, comment oses-tu me parler sur ce ton, je réclame des excuses. Donc elle s'est énervée et elle m'a plus jamais parlé après. Mais je vous raconte ça pour vous faire comprendre que si vous vous intéressez à la personne qui va faire ses courses à Lidl, alors dans ce cas, ce n'est pas sur YouTube, ce n'est pas par le biais de Basile, c'est dans la vie réelle. Si vous voulez me connaître, ce n'est pas sur Internet, c'est dans le monde réel. On va faire les courses à Lidl ensemble, on va boire un café, on va au cinéma, on va faire une promenade en forêt. Mais peu importe, mais c'est dans le monde réel. Vous ne pouvez pas rencontrer Basile parce que Basile n'existe pas, c'est un personnage, c'est une création. Si on va boire un café ensemble, vous verrez que ce n'est pas la même personne. Je ne serai pas là en train de dire Bajrafil, Bajrafil, Bajrafil. Je dirais t'as vu le match hier? Ça n'a rien à voir en fait. Basile, il est focalisé sur le sujet de l'islam, sur les prédicateurs et tout le temps en mode baston. Avec du montage, il devient surexcité. Et si vous me connaissiez dans la vie réelle, si vous connaissiez mes activités, vous serez étonné. Il y en aurait beaucoup qui seraient très étonnés. Parce que ça n'a strictement rien à voir avec ce que je montre en vidéo. C'est pour ça qu'à cette musulmane, je lui avais dit viens, on va boire un café, on va au cinéma, tu me présentes tes parents. Pourquoi? Pour lui faire comprendre que si elle veut connaître la personne, ce n'est pas par Internet, ce n'est pas avec Basile. C'est avec, avec la personne qui va faire les courses à Lidl. Basile, il va jamais à Lidl, Basile. Basile, il commence à exister au moment où je déclenche la caméra et il disparaît lorsque j'éteins la caméra. Attention, je ne suis pas en train de dire que je joue à comédie. Attention. Ce que je dis, c'est que le contexte dans lequel vous me connaissez, à travers Basile, ça vous donne une perception qui ne correspond pas à la personne. Ça crée une fausse perception. C'est pour ça que Basile est un personnage, non pas dans le sens où je joue à comédie, mais dans le sens où c'est une partie déformée de moi, c'est même pas une partie de moi, partie déformée de moi, focalisée sur un sujet, limitée à YouTube, donc il n'y a que la voix, plus du montage par-dessus, et presque tout le temps en mode baston. C'est pour ça que ça devient comme un personnage. Alors maintenant, il y en a plein, ils vont me dire ok, super, moi je veux bien te rencontrer, aller faire les courses à Lidl. Le problème, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Je comprends que vous souhaitiez me connaître, mais moi je ne souhaite pas vous connaître en fait. Je suis pas là pour faire ami-ami, pour me faire des potes, je suis là pour les idées, c'est tout. Uniquement pour ça. Si je veux faire des rencontres, je vais voyager comme tout le monde. Pour mes amis, j'ai déjà mon cercle d'amis, etc. Donc ça ne m'intéresse pas de vous rencontrer. Ou à la limite, certaines personnes que je reconnais, par exemple Karim Al-Hanifi, lui il est connu et tout, ce serait sympa de le voir. Ou alors parmi mes abonnés, il y a qui que je connais? Il y a Forgeron Kabyle, lui je le reconnais parce qu'il met sa photo sur YouTube et ses commentaires ils se font remarquer à chaque fois. Forgeron Kabyle, à la limite, pourquoi pas. Ou Peace Love. Peace Love, mon admiratrice secrète, elle aussi elle a sa photo. Mais après, tous ceux qui n'ont pas de photo, Machanga Mazainaba, Louis Victor Barrois, ça m'intéresse pas en fait. Anita Ibrahim, Anna Ramil, si vous me demandez de vous rencontrer, je refuse. Bon, je crois que même Forgeron et Peace Love, je refuserai, mais c'est pour vous dire que je comprends que vous vouliez me connaître, mais ce n'est pas réciproque. Donc ça sert à rien de vouloir me connaître, ça sert à rien d'essayer de me comprendre, car en fait, même si on se rencontrait, vous ne me connaîtriez même pas, parce que ça suffit pas pour se connaître. Pour se connaître, il ne faudrait pas se rencontrer, il faudrait se fréquenter. Et vous comprenez que nous n'allons pas nous fréquenter. Et même parmi ceux qui me fréquentent, il y en a, ils ne me connaissent toujours pas. Je vais vous raconter une anecdote pour vous faire comprendre à quel point c'est inutile d'essayer de me connaître ou me comprendre. Donc attention, anecdote inédite, c'est inédit. Vous savez, à l'école, à la fin du trimestre ou de l'année, il y a un conseil de classe. Et les professeurs discutent entre eux de chaque élève. Et moi, je me souviens de mon tout dernier,
pas mon dernier conseil, mais le dernier conseil sur lequel j'ai eu un retour. En fait, je crois que c'est le dernier, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est le dernier, et donc c'était la fin de l'année, il venait d'y avoir le conseil de classe, et il y avait certains élèves qui demandaient aux délégués de classe qui avaient assisté au conseil, ils lui demandaient qu'est-ce qu'ils ont dit de moi. Donc il y avait le délégué, il y avait quelques élèves qui demandaient qu'est-ce qu'ils ont dit. Pour moi, d'habitude, je m'en fous un peu, mais là, j'étais curieux, alors j'ai attendu, et après, je suis allé demander au délégué. J'ai demandé et moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc je m'attendais à ce qu'ils disent bon travail, des efforts, un truc classique. Mais il m'a répondu, j'ai pas compris. Ils ont dit, Jean, c'est une énigme. Voilà, j'ai eu que ça, point, c'est tout. Et donc ça m'a marqué parce que mes profs que j'ai fréquentés toute l'année, à la fin, j'attends un commentaire sur mon travail, ils me disent, c'est une énigme. Alors Jean, c'est un demi-secret parce que sur mon ancienne chaîne YouTube, il y en a pas mal qui me connaissent de mon ancienne chaîne YouTube. Et sur mon ancienne chaîne, une fois, j'avais joué à un jeu vidéo et j'étais allé dans mes documents pour lancer l'émulateur. Et j'avais pas fait attention, mais il y avait le prénom dans le nom du dossier. Donc c'était un secret, mais en même temps un demi-secret parce qu'il y en a pas mal qui étaient au courant. Et ça ne sert à rien de m'appeler comme ça parce que je ne vous répondrai pas. Parce que vous vous adressez à Basile. Ça n'a rien à voir. En fait, si vous vous adressez à ma personne plutôt qu'à Basile, c'est comme si, au lieu de vous adresser à votre prof d'histoire géo, par son nom, Monsieur Martin, vous l'appelez par son prénom. Donc, au lieu de l'appeler Monsieur Martin, vous dites hé Marc. Qu'est-ce qu'il va dire le prof? Est-ce qu'il va vous dire oui, qu'est-ce qu'il y a Thibaut? Non, il va vous dire mais comment ça Marc? Je suis Monsieur Martin. Je connais pas de Marc moi. Je suis Monsieur Martin. Et si vous commencez à dire Monsieur Martin, quelle est votre religion? Il va pas vous répondre parce qu'il n'est pas là pour ça. Comme Basile, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour parler de lui. Il n'est pas là pour parler de sa religion. Il est là pour produire des analyses et des critiques. Et je pense que c'est la meilleure analogie qu'on peut faire pour comprendre pourquoi je ne parle pas de moi. J'ai la même relation qu'un prof a envers ses élèves. C'est-à-dire que je ne parle pas de moi, je ne parle pas de mes croyances, je suis là juste pour enseigner aux élèves, c'est tout. Après je rentre chez moi et je retire mon costume de prof et je deviens une autre personne. C'est pour ça ceux qui pourraient se dire mais c'est un schizophrène. Non, je ne suis pas schizophrène. Je ne le suis pas plus qu'un prof qui a un comportement et une personnalité particulière devant ses élèves et un autre comportement dans la vie quotidienne. Et maintenant, si un élève veut connaître la personne derrière le professeur, ça va être très compliqué. Soit il faut que l'élève soit du sexe opposé et qu'il drague le professeur, peace love, tu sais ce qu'il te reste à faire. Soit il faut que les parents de l'élève soient amis avec le prof et des amis communs avec le prof. Et l'élève, donc par amitié commune, il se retrouve à fréquenter le prof dans la vie réelle. Et là, il se rendra compte qu'il n'a rien à voir avec le professeur. Par exemple, le prof était très strict, il avait l'air méchant et tout, alors que dans la vie quotidienne, il est super sympa et il fait des blagues. Il y a un épisode de la cour de récré qui est marrant là-dessus. C'est une élève, Spinelli, qui passe un week-end chez, c'est pas un prof, c'est la surveillante ultra sévère. Elle est tyrannique et elle fait super peur. C'est Miss Finster. Et donc Spinelli passe le week-end chez Miss Finster parce que ses parents la connaissent. Et finalement, elle découvre une autre personne que Miss Finster. Elle découvre Muriel. Et elle se rend compte qu'elle est sympa, elles s'amusent ensemble et tout. Et à la fin de l'épisode, une fois qu'ils arrivent à l'école, Spinelli sort de la voiture et Muriel se retransforme en Miss Finster. Et elle lui hurle dessus. Merci pour tout, Miss Finster. J'ai passé un week-end génial. Oh non, c'est vrai. Baseball, golf miniature, des hot dogs et de la barbe à papa dans le parc. Oh, je suis pas prête de l'oublier. Ouais, et moi non plus. Spinelli, je voulais te dire que... Oui. Ce qui s'est passé entre nous ce week-end ne changera rien à l'école. Dès que tu sortiras de cette voiture, tu redeviendras l'élève et moi, le professeur. J'en attendais pas moins de vous, Miss Finster. Tu es en retard. Miss Finster, Pas d'excuses, dépêche-toi d'entrer en classe. Bien, madame. Est-ce que Miss Finster est schizophrène? Non, c'est juste que le contexte est différent. Il y a le contexte de la vie quotidienne, où elle est Muriel, et le contexte de l'école, où elle devient Miss Finster. Et c'est comme moi avec Basile. Sur YouTube, sur la chaîne Basile Blandine, je suis comme un prof. Sur une autre chaîne YouTube, je peux être en mode détente, et dans la vie quotidienne, ça n'a encore rien à voir. Et vous ne pouvez pas me connaître dans la vie quotidienne si on ne se rencontre pas, et encore moins si on ne se fréquente pas, sachant que, il y en a, ils m'ont fréquenté, mes profs. Dans mon anecdote, là, mes profs, ils m'ont fréquenté toute une année, ils étaient plusieurs sur mon cas, et leur conclusion, c'était, c'est une énigme. Donc des gens qui m'ont fréquenté toute une année ne sont pas capables de me comprendre, et vous essayez de me comprendre à travers Internet, et pire à travers Basile Blandine. Donc vous comprenez que ce n'est pas possible, vous êtes dans un délire. Et moi ça m'a marqué parce que à la fois j'étais content d'être une énigme,
Il y a une fierté à ne pas être compris par les autres, mais à la fois j'étais un peu déçu, parce que j'attendais vraiment qu'ils me disent travail sérieux, il a fait des efforts, machin. Mais j'ai eu aucun commentaire sur tout mon travail de l'année. J'ai juste eu, c'est une énigme. Donc j'étais à la fois surpris, content et déçu. C'est pour ça que ça m'a marqué et que je l'ai retenu. Donc voilà, je viens de répondre à la première question, qui es-tu? Réponse, vous ne savez pas, vous ne saurez probablement jamais. Et même mes profs ne savent pas. Et au final, vous savez quoi? On s'en fout. On s'en fout parce que Basile est là pour les idées. On pourrait dire je suis comme un prof. Comme un prof, donc un acteur quoi. Parce que le prof c'est un acteur, il y a un jeu d'acteur, il se met en scène. Donc voilà, je suis comme un prof. Et quelle est ta religion? Vous avez compris la réponse, c'est que ça ne vous regarde absolument pas. C'est comme si vous demandiez au prof, Monsieur Martin, c'est quoi votre religion? Ben, il vous répondra pas. Parce que déjà il n'a pas le droit, mais aussi parce que ça ne vous regarde pas. Moi j'ai juste dit le minimum syndical. J'ai dit non musulman, ça je suis obligé de le dire, mais islamophile. Voilà, pour faire comprendre pourquoi je défends l'islam. Et après mes croyances, ça ne vous regarde pas. Si je crois à la réincarnation par exemple, est-ce que ça vous regarde que je crois à la réincarnation? Ça ne vous regarde pas. Si je crois au monde astral, le voyage astral, le bas astral, ça ne vous regarde pas. Et qu'est-ce que ça changerait aux idées, aux arguments? Ils sont là les arguments. Peu importe qu'ils proviennent de quelqu'un qui croit à la réincarnation ou au néant, ça ne change rien. Les arguments sont là. Non seulement les arguments sont là, mais en plus, je me suis dépouillé de toute autorité, toute légitimité. Je suis pas imam, je suis même pas musulman, j'ai fait aucune étude théologique, je sais même pas parler l'arabe, je comprends même pas l'arabe. Donc j'ai aucune légitimité, autorité, influence, ce que vous voulez. Je suis complètement dépouillé de tout ça, et donc je suis réduit aux arguments purs. Je suis purement dans les arguments, sans aucune forme d'autorité, influence, légitimité. Alors qu'en face de moi, j'ai des imams, j'ai des bajrafiles, avec des costumes, avec des diplômes, avec l'arabe, avec de la science, et avec à leurs pieds des moutons adorateurs de costumes. Et quand je contredis bajrafil avec des arguments, il y en a beaucoup, ils disent, comme ce sont des adorateurs de costumes, ils disent, non, tu n'as pas de costume, regarde, t'es tout nu, lui il a un costume. Il a des diplômes, il parle l'arabe, c'est une personne de science. Toi, tu n'es personne. Tu n'es personne, tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de légitimité. Et donc, ils me font taire de cette façon. Parce qu'ils ne sont pas dans le domaine des idées, ils sont dans le domaine des personnes. Et donc, ils suivent une personne. Ils suivent une personne parce qu'elle a le beau costume. Bajrafil, il se bat en armure avec une épée en acier. Moi, je me bats en haillon de paysan avec un bout de bois. Et les moutons ils disent comment oses-tu te mesurer à Bajrafil? Regarde son armure, regarde son épée comme elle est tranchante. Et regarde-toi, tu ne fais pas le poids face à Bajrafil. Voilà, c'est juste l'argument d'autorité, c'est tout. Mais ils n'ont pas vu que Bajrafil se sert de son épée pour faire le mal, pour propager le mensonge. Ça, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu que moi, avec mon bâton, j'ai martelé le crâne de Bajrafil jusqu'à l'assommer. Il est KO. Donc les deux premières questions, c'est fait. Il reste la troisième question, et c'est elle à laquelle je vais répondre. Quels sont tes intérêts? Alors il y a plusieurs théories sur moi, ça va d'un extrême à l'autre. C'est amusant parce que les gens me comprennent tellement pas, ils arrivent tellement pas à me cerner, je suis tellement une énigme que soit ils m'apprécient et ils imaginent que je suis un converti sous Tarqiya parce que j'aurais peur de la police, et ceux qui ne m'apprécient pas, ils ont une théorie complètement opposée, c'est que je suis un facho d'extrême droite qui fait semblant d'apprécier l'islam pour faire émigrer les musulmans. Donc il y a ces deux théories extrêmes avec au milieu l'agent sioniste, l'agent des renseignements généraux, etc. Et je réponds à ceux qui pensent que j'ai peur de la police, je vois pas ce que je dis d'illégal dans mes vidéos. Et je réponds à ceux qui pensent que je suis d'extrême droite et que je veux faire émigrer les musulmans. Alors chaque fois qu'on me dit ça, je réponds la même chose. Ma réponse c'est si tel est mon projet, c'est-à-dire faire émigrer les musulmans, alors quel noble projet. Car oui, faire émigrer les musulmans en terre d'islam, c'est un très beau projet. C'est un projet très noble. Et je vois pas pourquoi on me reprocherait d'avoir comme projet secret de vouloir faire émigrer les musulmans, c'est-à-dire les faire respecter leur propre religion, leur faire obtenir des hasanats. Je vois pas en quoi ce projet est diabolique, maléfique. C'est pour ça que je dis, si tel est mon projet, si faire émigrer les musulmans en terre d'islam pour pratiquer leur religion et pour plaire à Allah, si tel est mon projet, alors quel noble projet. Donc ça, c'est les théories conspirationnistes et je vais vous donner la théorie officielle. La théorie officielle qui est déjà connue par certains, j'en ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans, je crois. Et si vous avez bien suivi mes vidéos, vous avez dû comprendre pourquoi je fais ça. Donc la théorie officielle, qui n'est pas inédite, elle est assez connue, et qui au passage ne répond pas à ceux qui pensent
que je suis sous Tarkria dans un sens ou dans l'autre, ça ne leur répond pas parce que si j'étais sous Tarkria dans un sens ou dans l'autre, alors là je le serais toujours, donc je vous fournirai une fausse théorie officielle. Je continuerai ma Tarkria. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire là, ça va être de la Tarkria. Donc ceux qui pensent déjà que je suis sous Tarkria, que je suis un sioniste ou un facho d'extrême droite avec un plan diabolique, je ne vais pas vous révéler mon plan diabolique, je vais continuer à vous tromper. Donc ce n'est pas une réponse pour satisfaire les partisans des théories conspirationnistes, c'est une réponse pour répondre aux gens qui se posent simplement la question. Ah oui, j'ai pas dit, mais avec ma vidéo sur Marcel, là, elle a fait 80 000 vues, et donc il y a beaucoup de monde qui m'ont découvert avec cette vidéo, et qui ne me connaissaient pas avant. Et donc c'est pour ça que ça a accéléré ma vidéo de présentation, parce que il y en a beaucoup qui croient que je suis musulman, après avoir vu cette vidéo. Donc c'est ça qui a accéléré ma vidéo de présentation, même si elle était déjà prévue. Donc la théorie officielle, c'est ça, non musulman, mais islamophile. Alors on passe à la troisième question. Pourquoi des vidéos sur l'islam? Pourquoi l'islam? Alors moi j'ai commencé sur YouTube en 2011, décembre 2011, donc plus proche de 2012 plutôt. En fait j'étais tombé sur cette vidéo d'un paranoïaque qui voit des 666 sur les codes barres. Je crois que ça c'est des médicaments. Dans mes souvenirs c'était une boîte de médicaments. Et le type il est à moitié cinglé, il voit des 666 partout. La vidéo est vieille, vous voyez c'était il y a 10 ans. Donc moi j'avais trouvé ça très drôle et j'avais fait une vidéo parodique. Et cette vidéo, c'était ma toute première vidéo. Je comptais pas en faire d'autres, je comptais juste faire cette vidéo. Et il se trouve qu'elle a buzzé. Cette vidéo a buzzé, elle a fait 900 000 vues. Donc les gens pensaient que j'étais cinglé, il y a une radio qui s'était moquée de moi et tout. Et donc après ce buzz, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des abonnés. D'un coup, c'était pas prévu, mais j'avais des abonnés, genre 1000 abonnés. Et comme j'avais des abonnés, j'ai continué à faire d'autres vidéos et je suis devenu youtubeur. Et ce qui est marrant, c'est que je viens de rechercher cette vidéo sur le paranoïaque. Et je viens de voir que c'est Saïm Laibi. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je ne m'étais pas rendu compte que ce paranoïaque qui m'a engendré, qui a été la cause de ma première vidéo, et donc par effet papillon à la fin de Basile, si je n'avais pas vu cette vidéo, peut-être que je n'aurais jamais fait de vidéo. Et en fait, ce paranoïaque, c'est Saïm Laibi, le dentiste obèse. Et c'est pour ça qu'il a des médicaments, parce qu'il est dentiste. Donc j'étais devenu youtubeur par hasard. Juste, j'avais vu une vidéo, ça m'a donné l'idée d'en faire une. Buzz, abonné. Et donc youtubeur. Donc après j'avais fait des vidéos pour mes abonnés, c'était des vidéos plutôt détente, humour, jeux vidéo, des fois je racontais des histoires. Et puis rapidement j'ai fait un peu de politique. Par exemple je parlais du végétarisme, et je défendais le végétarisme. En fait plutôt que de la politique c'était de la morale. C'était plutôt de la morale, je disais voilà les animaux il faut pas les manger. Mais ce que je trouvais important c'était surtout la pornographie. J'ai fait des vidéos contre la pornographie. C'était même une condamnation sévère de la pornographie. Je traitais les actrices pornographiques de déchets humains. Par exemple, il y en avait une qui était invitée par Ardisson, et quand elle arrivait sur le plateau, les gens ils applaudissaient. Et moi j'étais choqué, je disais pourquoi ils applaudissent, ils devraient tous lui jeter des tomates à la figure. Et ça fait partie des choses dont je suis fier de mes anciennes vidéos. Il y a des choses dont j'ai de la honte et d'autres dont j'ai de la fierté. Ça fait partie de mes fiertés d'avoir dénoncé la pornographie de façon très sévère. Et c'est une fierté parce que mes vidéos étaient, je pense, les vidéos les plus sévères en France contre la pornographie. Parce que si quelqu'un fait une vidéo contre la pornographie, il dirait juste, voilà, c'est un fléau, on devient accro, voici les chiffres qui montrent que ça nuit au couple, etc. Sauf que moi, j'ai pas fait ça. J'ai pas cherché des chiffres, j'ai pas fait d'analyse, j'ai juste dit, c'est des déchets humains, faut leur jeter des tomates à la figure. Et je pense qu'aujourd'hui, si je faisais ce genre de vidéo, ce serait censuré. Un autre sujet récurrent de mes vidéos, c'était la pudeur. Je défendais la pudeur. Par exemple, j'allais sur des sites de rencontres et j'affichais toutes les femmes qui manquaient de pudeur. Je disais, regardez, elle est à poil, elle est à poil, elle montre son décolleté, elle est à poil. Je les affichais toutes au point où il y en a une qui m'a contacté pour me forcer à la flouter. Elle avait tellement honte de s'être foutue à poil qu'elle avait dit qu'elle allait porter plainte. Alors je l'avais floutée. Ou alors j'avais fait une vidéo, les cochonnes dans la rue. Je montrais les femmes dans la rue, je disais voilà, elle c'est une cochonne, elle c'est une cochonne, elle c'est une cochonne. Et je me rendais compte que les gens me prenaient pour un fou. Pour eux, c'était pas des cochonnes. Pour eux, la pornographie, c'est normal. Par exemple, les femmes, elles disent on montre nos jambes, on met des mini-shorts en été parce que il fait trop chaud. On a trop chaud, on souffre de la chaleur. Bizarre, moi j'ai jamais mis de mini-shorts en été, ni même de shorts tout court. Bizarre cette histoire de chaleur insupportable qui te pousserait à te foutre à poil. Bizarre, ça m'est jamais arrivé moi, bizarre. Ne serait-ce pas plutôt pour exhiber tes jambes au mal? Mais elles n'assument pas, elles disent non, non, c'est parce qu'il fait trop chaud. Eh ben regarde, moi j'ai chaud, j'ai un pantalon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe?
Attendez, il y en a une fois pour justifier son décolleté. Le décolleté, ça consiste à trouer son t-shirt. Tu fais un gigantesque trou au niveau de la poitrine pour laisser apercevoir, pour rendre visible une partie de ta poitrine. Donc les femmes font ça, elles font des trous dans leur t-shirt pour qu'on voit leur poitrine, une partie de la poitrine. Et par exemple, sur un site de rencontre, il y en avait une, elle avait un énorme décolleté avec une grosse poitrine en plus. Et sur son profil, elle se plaignait, elle disait j'en ai marre qu'on me prenne pour un bout de viande. En fait, c'est le mec qui devait sortir avec pour son corps et après il a jeté comme une chaussette. Et elle disait j'en ai marre qu'on me prenne pour un bout de viande. Et moi je répondais mais c'est toi qui te prends pour un bout de viande. C'est pas les gens, c'est toi. Et il y en a une en commentaire pour défendre le décolleté, elle avait dit non tu comprends pas, c'est parce que nous les femmes, au niveau de la poitrine, on transpire. On transpire. Voilà, donc on transpire, donc on fait un énorme trou pour montrer notre poitrine aux hommes. Voilà, ça c'est encore une fois s'excuse. C'est pas parce que tu transpires à un endroit qu'il faut le dénuder. Et j'espère que tu vas jamais transpirer ailleurs. Et moi l'été je transpire, je me suis jamais dénudé en fait. Donc tout ça c'est des fausses excuses bien sûr, et c'est pour ça que je les appelais les cochonnes. C'est parce qu'elles mettent délibérément en valeur leur forme, les parties de leur corps qui excitent les mâles, dans le but de les attirer et donc de se faire féconder. Elles veulent se faire féconder. Je crois que j'avais dit les cochonnes en chaleur. En fait, les femmes, elles sont en chaleur, mais t'es censé être en chaleur juste une période de temps en temps, mais eux, les femmes dans la rue, c'est tout le temps. C'est H24 en chaleur, tout le temps en chaleur, à vouloir se faire féconder. Et quand tu les approches pour ce qu'elles réclament, elles s'offusquent. Elles disent non, tu es un sale pervers, comment oses-tu t'approcher, me parler, me toucher? Donc elles savent pas ce qu'elles veulent en fait. En fait, elles veulent à la fois se faire féconder, mais à la fois elles veulent pas se faire féconder, on comprend rien en fait. C'est incompréhensible. Et il y a aussi la fameuse excuse, on fait pas ça pour les hommes, on fait ça pour nous. Je me moule et je fais un trou au niveau de la poitrine et je montre mes jambes, mais c'est pour moi, c'est pas pour les hommes. Voilà, c'est comme le maquillage, je me maquille pour moi. Mais bizarrement, quand t'es tout seul chez toi, t'es pas maquillé, pas parfumé et t'es en pyjama. Bizarre. Il y a une preuve toute simple pour montrer que c'est vraiment pour les mâles qu'elles se mettent en valeur. C'est vous allez dans un magasin de vêtements, au rayon jean, vous regardez les femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer le jean, elles vont se regarder dans la glace, et qu'est-ce qu'elles vont regarder dans la glace? Qu'est-ce qu'elles vont faire devant la glace? Elles vont se mettre de dos ou de profil, et elles vont regarder quoi? Elles vont regarder si le pantalon leur fait des belles fesses moulantes, que ça aplatit pas les fesses. Il faut pas que ça aplatisse les fesses. Il faut bien que ça moule les fesses et que ça les fasse bien rondes pour faire plaisir aux mâles, pour attirer les mâles, pour se faire féconder. Donc la preuve, c'est devant le miroir. Que fait la femme devant le miroir lorsqu'elle laissait ses vêtements? Après, que ce soit conscient ou inconscient, ça je m'en fiche. C'est des cochonnes conscientes ou des cochonnes inconscientes, peu importe. Ça reste des cochonnes. Donc voilà à peu près ce que je disais sur la pudeur et la pornographie. Il y avait un autre sujet, c'était l'homosexualité. Alors là aussi j'allais fort, aujourd'hui les vidéos seraient censurées. Je crois qu'en fait tout ça serait censuré aujourd'hui. Ça montre à quel point la liberté d'expression a diminué en une décennie, ça s'est énormément réduit la liberté d'expression. Donc je ne peux pas vous répéter ce que je disais parce que nous sommes dans le pays de la liberté d'expression, donc vous comprenez que ce n'est pas possible. Et donc ça c'était mes 3 sujets principaux sur le plan de la morale. Je dénonçais aussi le féminisme, mais bon ça c'est secondaire. Et donc pour en revenir aux fiertés et hontes, donc ma fierté c'était d'avoir fait la vidéo la plus sévère qui existait sur YouTube contre la pornographie. Une honte c'est que en 2011-2012, je suivais Diodo et Soral. Et donc j'étais dans le conspirationnisme. Aujourd'hui je suis anti-conspirationnisme, mais à l'époque j'étais conspirationniste. Et bon ça c'est pas vraiment une honte parce que j'estime qu'il est tout à fait normal qu'une personne croie en des théories du complot lorsqu'il découvre Internet. Pour moi, c'est tout à fait normal et quelqu'un qui ne tomberait pas dans le conspirationnisme, ce serait juste un mouton, quoi. Un mouton qui gobe tout ce que disent les médias. Donc pour moi, c'est normal. Il y a même des adultes de 30, 40, 50 ans qui deviennent conspirationnistes. Mais c'est censé juste être passager. Il ne faut pas s'éterniser dans le conspirationnisme. Au bout d'un moment, tu es censé te rendre compte que c'est des bêtises. Et donc, pendant ma période de conspirationniste, j'avais fait une vidéo sur le 11 septembre où je défendais la théorie du complot. Comme quoi, c'était pas Al-Qaïda, mais c'était les Américains. Et donc ça, c'est ma première honte d'avoir défendu cette théorie du complot. Aujourd'hui, j'y crois plus, mais je sais qu'elle est très répandue et je sais que c'est très mal vu de ne pas y croire à cette théorie du complot. Parce qu'en fait, la bien-pensance dans les médias veut que ne pas croire à la théorie officielle est très mal vu. C'est très mal vu. Si tu ne crois pas à la théorie officielle, t'es un fou. Tu fais partie des fous qui croient au complot. Mais il y a aussi une bien-pensance dans la dissidence. Dans la dissidence ou sur Internet, si tu ne crois pas à la théorie du complot, tu es très mal vu. On te prend pour un mouton. En fait, la dissidence reproduit tous les mécanismes, toutes les tares du système.
Toutes les tares du système sont reproduites par la dissidence, et souvent en pire. Dieudonné, il dénonce le système, choix business, mais il fait lui-même un business. Dieudo, c'est devenu, il est devenu dégueulasse, Dieudo. C'est devenu une caricature de ce qu'il dénonce. Dieudo, c'est une caricature de juif. Tu t'ouvres sa vidéo, tu as l'impression d'arriver dans un commerce de juifs. Il est là pour te vendre des babioles. C'est un juif véreux qui pense qu'à l'argent et on dirait qu'il se nourrit d'argent. Parce qu'il amasse de l'argent, et plus il amasse, plus il grossit et plus il devient laid. Vous avez dû remarquer, avant il était plutôt beau, il n'était pas gros comme ça. Et il est devenu gros, le visage haineux. Plus le temps passe, plus il ramasse du fric, plus il s'engraisse et il devient laid. On a l'impression qu'il mange l'argent en fait, il se nourrit de l'argent. Moi pour rigoler, j'imagine qu'il boit l'argent en faisant des jus avec des extracteurs de jus de Casas Novas, un autre charlatan. Il ramasse l'argent des pigeons et après il fait des jus avec l'extracteur de jus de Casas Novas et il s'engraisse comme ça. Bon, je ne vais pas perdre mon temps sur le cas de Diodo, il y a Saïm Laïbi, il explique bien l'arnaque de Dieudonné et de la dissidence. Et donc ils reproduisent toutes les tares du système, l'argent, le capitalisme, les arnaques, le mensonge, et ils ont même créé une bien-pensance. Ils font aussi du deux poids deux mesures. Nous on avait rejoint Diodo parce qu'il subissait du deux poids deux mesures, mais dans la dissidence ils reproduisent le deux poids deux mesures. La bien-pensance c'est qu'il faut croire à tout ce qu'ils disent, il faut croire à toutes les théories du complot. Par exemple dans un spectacle, Diodo il dit qui dans la salle croit que les Américains sont allés sur la Lune. Et là, il y a quelques mains qui se lèvent, sur des milliers, il y a à peine quelques mains qui se lèvent, et les mains qui se lèvent, elles se font huer. Qui croit que l'homme est allé sur la Lune? Levez la main pour voir. Ouais, mais laisse-le, enfin, il a le droit d'y croire. C'est quoi cette façon? Il croit, et alors? Ils se font huer par tout le monde, parce que c'est pas des bien-pensants, c'est des mauvais pensants. Quand tu es dans la dissidence, tu es obligé de croire aux théories du complot. Mais vous avez raison de croire, si t'as envie, si ça te fait du bien. Si t'as envie, le Père Noël, la petite souris, le 11 septembre, et alors? Non mais et alors? Si ça te fait du bien, c'est ton doudou. Sinon, t'es pas un bien-pensant, t'es un dissident de la dissidence. Tu deviens dissident dans la dissidence. Et moi, c'est ce que je suis devenu parce que j'avais gardé mon esprit critique et donc je suis devenu un dissident de la dissidence. Je me suis rebellé contre le système et contre la dissidence. Et le deux poids deux mesures, c'est les juifs qui en sont les victimes. Ils subissent du deux poids deux mesures. Et l'exemple que j'avais déjà cité, c'est sur la pédophilie. Dans la dissidence, ils insultent le Talmud, ils disent que c'est pédophile, ils parlent des rabbins pédophiles, ils s'amusent à dire que le judaïsme c'est une religion de haine, qui se croit supérieur aux autres, le peuple élu. Et le deux poids deux mesures, c'est que tout ce qu'ils disent sur les juifs, on peut à peu près dire la même chose sur les musulmans. Un islamophobe, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, regardez dans les livres islamiques, il y a la pédophilie, regardez le prophète, avec Aïcha, 9 ans, regardez tous les versets haineux contre les koufars, regardez, ils se croient la meilleure communauté, car le Coran dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le bien et interdisez le blâmable, et croyant à Allah seul. En fait, tout ce qu'ils disent sur les juifs, ils pourraient aussi le dire sur les musulmans. Mais ils ne le font pas. Et ça, c'est du deux poids deux mesures. Et c'est de l'injustice. C'est pas équitable, c'est pas juste, c'est malhonnête. En fait, ils s'acharnent contre les juifs. Et les musulmans, ils sont intouchables. Tu n'as pas le droit dans la dissidence de critiquer les musulmans. Combien de fois Diodo s'est-il moqué des juifs? Et combien de fois s'est-il moqué des musulmans? Les musulmans, il les a jamais touchés. À part une fois le sketch sur la fine équipe du 11, à part ça, il a jamais attaqué la religion musulmane. C'est toujours un acharnement contre les juifs. Il y en a, ils pourraient se dire, bah toi ça t'arrange puisque tu dis être pour les musulmans et les juifs, tu les aimes pas forcément. Oui, bien sûr, ça m'arrange, oui, mais je mets pas ce qui m'arrange au-dessus de la justice et l'équité. Ça, c'est de l'injustice. C'est du deux poids deux mesures. C'est parce que Diodo subissait du deux poids deux mesures que je l'avais rejoint. Et étant donné qu'il en fait lui aussi, je ne peux pas rester à ses côtés puisque c'était la raison pour laquelle je l'avais rejoint. Sans parler de tous les autres problèmes, pour ça je vous renvoie vers Saïm Laïbi. Et ceux qui ne voient pas le problème avec l'injustice, ceux qui commettent contre les juifs, il faut bien comprendre que s'ils sont injustes contre un peuple, si demain ils changent d'avis et ils sont contre les musulmans, ils feront de l'injustice contre vous. Pourquoi c'est grave quand quelqu'un est injuste? C'est parce qu'il peut commettre l'injustice contre vous-même. Si demain Soral en a marre de la réconciliation et qu'il rejoint Conversano, ils vont massacrer l'islam. Déjà, regardez ce qu'ils disent sur les juifs, parce que dans le Talmud, il y a une citation ambiguë dans laquelle on pourrait penser qu'il est permis d'avoir un rapport sexuel avec une fille de 3 ans et 1 jour. Bon, en vrai, c'est par rapport à la virginité, j'avais fait une vidéo dessus. Mais sur une citation ambiguë, ils traitent les juifs de pédophiles. Imaginez ce qu'ils diraient sur l'islam, où c'est pas juste un texte ambigu, c'est carrément le prophète.
Ou alors dans l'autre sens, imaginez si les Juifs, ils suivaient un prophète qui avait eu un rapport avec une fille de 9 ans. Imaginez ce que ferait Diodo et Soral contre les Juifs. Ce serait un acharnement terrible. Aujourd'hui, vous êtes à l'abri de leur injustice parce qu'ils ont un intérêt à défendre les musulmans. Mais si demain leur intérêt change, toute leur injustice et leur haine peut se retourner contre vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas défendre l'injustice sous prétexte que ça vise un autre peuple. Donc moi j'ai fini par remarquer ce deux poids deux mesures, j'ai remarqué qu'ils avaient créé une bien-pensance, un business, et j'ai aussi remarqué qu'avec leur théorie du complot, ils nous manipulaient. Par exemple, Forisson, il disait des mensonges. Quand il disait « Regardez, il y a une porte avec une petite vitre, c'est très curieux que les Juifs n'aient pas essayé de briser la vitre. » On y trouve en outre les traces de l'emplacement de 2 WC. Les cloisons et les évacuations des eaux usées sont clairement visibles. Mais le plus grotesque reste cette porte en bois, parfaitement banale et munie d'un carreau. Et après Soral, il a repris son argument, il a dit oh bizarre, ils n'ont pas cassé la vitre avec le coude. Et là je dis, je donne ce conseil, vous donnez un coup de coude et vous cassez le carreau de verre pour pouvoir un peu respirer. Et je dis d'ailleurs que c'est absolument tragique que aucun de ces 4,5 millions de morts n'ait pensé à casser cette petite vitre. Ce que ne disait pas Forisson, soi-disant un grand historien qui a bien étudié le sujet, ce que ne disait pas Robert, c'est que cette partie-là de la pièce ne faisait pas partie de la chambre à gaz. En fait, il y avait un mur, ici on voit la démarcation, ici il y avait un mur, on voit aussi la poutre en haut, il y avait un mur qui séparait la chambre à gaz de cette petite salle. On le voit mieux sur ce plan, c'est un plan à Auschwitz. Ça c'est la chambre à gaz, et le petit B là, ça ne faisait pas partie de la chambre à gaz. Mais là, il y a le mur qui a été démoli. Et c'est ici qu'il y a la porte avec la vitre. C'est ici, c'est dans la salle numéro B. La chambre à gaz, c'est la salle numéro C. Il y avait un mur qui l'a séparé de la salle numéro B, qui était c'est écrit ici, c'était un washroom. C'était des toilettes. C'était des toilettes, et c'est pour ça que Vincent Renoir, il remarque des toilettes. Et il dit, regardez, c'est même pas étanche, il y a des canalisations, il y a des toilettes. Oui, il y a des toilettes ici, mais ça ne faisait pas partie de la chambre à gaz. C'est pour ça que là, c'est en pointillé, c'est parce que le mur, il a été démoli. Et donc, Forisson, Renoir et Soral, ils profitent de l'ignorance des gens pour faire croire que cette petite salle faisait partie de la chambre à gaz. Et ils disent, regardez, il y a une vitre, ils auraient pu la casser avec le coude. Bon, de toute façon, ça, c'est un argument stupide, parce qu'au moment du gazage, ils auraient pu mettre une planche en bois ou je sais pas quoi pour empêcher qu'ils brisent la vitre. Ou ils auraient pu se poster derrière avec des fusils pour les empêcher de briser la vitre. S'ils brisent la vitre, ils se font tirer dessus, donc ils la brisent pas. C'est un argument stupide, mais peu importe, parce que la porte est au fond ici, et avant il y avait un mur. Il y avait un mur ici. Et ça, Forisson le cache, Alain Soral n'a pas vérifié. Toute la dissidence, ils sont des milliers, des dizaines de milliers, personne n'a vérifié cette information. En fait, ils font que gober des discours qui les séduisent. Pareil pour le 6 moins 3 égale 6. Voilà, ça aussi c'est bidon, mais ils n'ont rien vérifié. Et donc après, tu te rends compte qu'ils te mentent et qu'ils te trompent, mais encore plus que les médias. Les médias, ils peuvent mentir, mais la dissidence, c'est bien pire. Et pour moi, la goutte d'eau qui a fait verser le vase, c'était sur l'attentat de Boston. Alors ça, c'était hallucinant. C'était hallucinant. Comme c'est des conspirationnistes, ils veulent à tout prix que chaque attentat soit un complot. Jamais un musulman sur Terre ne peut commettre un attentat, c'est forcément un coup monté des sionistes. Et pour l'attentat de Boston, Soral avait dit que c'était un coup monté et que les gens, c'était tous des acteurs. Qu'en fait, ils avaient embauché des centaines d'acteurs, que les amputés, ils étaient déjà amputés à la base, que lui, là, avec le chapeau de cow-boy, c'était un acteur, et c'est pour ça qu'il avait un chapeau de cow-boy, que la bombe, c'était un pétard avec de la fumée, que le sang, c'était des gens qui avaient profité de la fumée pour venir verser du faux sang. Soral avait inventé un scénario de fou furieux, il faut être un cinglé pour croire à ça, et pourtant, toute la dissidence y croyait. Toute la dissidence croyait au délire d'Alain Soral. Ah, là, il y a la citation. On a vu que la bombe qui a pété est un pétard, que les 3/4 des images qu'on voit des gens mutilés sont des acteurs. Mais c'est hallucinant. Et donc moi, j'avais débattu avec une amie conspirationniste à l'époque. Donc j'étais toujours un peu dans le conspirationnisme, mais je me rendais compte que là, ça allait trop loin. Je me rendais compte que c'était n'importe quoi. Mais elle défendait cette théorie du complot, bec et ongle. Et au fil de la discussion, je me rendais compte qu'elle était complètement cinglée. La fille a été complètement cinglée. À chaque fois que je lui prouvais qu'un de ses arguments était faux, elle inventait un autre argument encore plus délirant. Et après, avec Daesh, ils ont continué. Avec James Foley, ils ont dit c'est un acteur. C'est lui, James. Quand il s'est fait décapiter par le djihadiste, ils ont dit c'est un acteur, c'est un mannequin, c'est du faux sang. En fait, ils sont complètement tarés, ces gens. Et au final, c'est Cohen qui avait raison quand il disait c'est des cerveaux malades.
En fait, c'est pire que des cerveaux malades, ils sont complètement ravagés du cerveau. Et là, il faut féliciter Nab parce que c'était le premier à avoir dénoncé cette folie du conspirationnisme, de la dissidence. Et c'est aussi le premier à avoir compris que Dieudonné voulait juste se ramasser un max de fric pour ensuite partir au Cameroun. Ah oui, pour James Foley, ils sont allés jusqu'à dire que sa sœur était une complice. Sa sœur qui vient de perdre son frère, donc qui a été décapité en vidéo. Ils l'ont traité d'agent je sais pas quoi, ils l'ont même contacté en privé pour lui dire t'es une menteuse, machin, t'es une agent, on a compris tes manigances. Et leur preuve, c'était que dans une interview, elle souriait. Elle souriait, donc c'était la preuve, c'est ici. Elle sourit, mais c'est hallucinant quand même. Ils vous disent elle sourit, donc c'est la preuve qu'elle n'est pas triste, et donc son frère n'est pas mort, donc elle est complice du complot. Et après ils sont allés inventer comme quoi il y avait une ressemblance avec une autre, bon, c'est de la folie. Donc moi c'était en 2013 ou 2014 que je suis devenu anti-conspi. Et donc j'avais dénoncé la théorie du complot de Soral. En fait j'avais dénoncé un peu la dissidence de façon générale. Et je dénonçais aussi à côté d'autres charlatans comme les télékinésistes là. Voilà, j'avais dénoncé lui, il se fait passer pour un télékinésiste qui peut tordre des barres de fer et il vend des stages à des pigeons. C'est genre 200 € le week-end. Et voilà, il se fait une fortune en manipulant les gens. Ensuite, en 2014, j'ai fait une vidéo sur le Coran. Et ça, c'est ma deuxième honte, parce que comme pour le 11 septembre, où je considère que j'ai été manipulé par les conspirationnistes, là, lorsque j'avais fait la vidéo sur le Coran, j'avais aussi été manipulé par les imams. Par les imams, en particulier Iqiyoussen. Donc à cette époque, je connaissais pas trop la religion, et je voulais défendre les musulmans. Puisque chez Soral, on est pour les musulmans. Et donc je voulais défendre les musulmans sur l'accusation comme quoi le Coran est un livre de guerre. À l'époque, je crois pas que je connaissais encore Bajrafil. Et donc j'avais lu le Coran, et donc avec les médicaments d'Iqiyoussen, j'avais fait ma vidéo sur le Coran. Et donc j'avais répété les trucs classiques, comme quoi, regardez à la Mecque, le prophète a dit partez, vous êtes libres, il a tué presque personne. Et donc ma conclusion c'était, c'est pas un livre de guerre, mais c'est un livre qui parle de la guerre, car contexte de guerre. Mais j'avais aussi tenu du discours un peu bisounours. Bon, quand même pas de façon exagérée comme les imams, mais il y avait un peu de bisounourisme dans ma vidéo. Bon, toutes les vidéos dont je vous parle, depuis, elles n'existent plus. Hein. Et puis, je commençais à faire moins de vidéos. Et en 2015, il y a eu Charlie Hebdo. Il y avait Charlie Hebdo et j'étais choqué de voir à quel point les gens... à quel point ça prenait des proportions hallucinantes. C'est des journalistes qui meurent et on aurait dit que c'était la fin du monde. Tout le monde pleurait, tout le monde se lamentait. C'était hallucinant les proportions que ça avait pris. Donc j'avais fait une petite vidéo et dans la vidéo, en intro et aussi à la fin de la vidéo, j'avais chanté une chanson. J'avais chanté une chanson pour me moquer de Charlie Hebdo. Et ça, c'est ma deuxième fierté. Ma deuxième fierté, c'est d'avoir, en plein 11 septembre, non, 11 janvier, en plein 11 janvier, pendant que tous les Français faisaient la marche républicaine, ils appelaient ça la marche républicaine, moi j'étais sur YouTube en train de chanter pour me moquer de Charlie Hebdo. Donne-moi ta main Et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, Charlie c'est fini. nous irons danser ce soir peut-être, ou bien Chahuter tous entre amis. On peut d'y penser, il en perd la tête. Mais oui, Charlie est fini. Donne-moi ta main si tu le peux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut même pas me reprocher cette vidéo parce que c'est de l'humour Charlie ce que je faisais. En chantant cette chanson, j'ai fait de l'humour Charlie. Et donc j'en suis fier parce que je devais peut-être être le seul à chanter pendant que tous les autres étaient en train de se lamenter dans une marche républicaine. Et c'est à cette période, 2014-2015, que j'ai eu le déclic. Ce que j'appelle le déclic, c'est que avant, lorsque je dénonçais la pornographie, les homosexuels et je défendais la pudeur, j'ai oublié de dire, mais j'étais aussi UPR. Je voulais la sortie de l'UE et de l'euro, de l'OTAN. Quand je me battais pour ces choses, c'était pour améliorer ma société, pour mon pays, pour mon peuple. Par exemple, l'UPR, je me disais, c'est bien pour la France. C'est un bien pour la France. Je veux sauver la France. J'étais pas vraiment nationaliste, mais j'étais quand même dans cette idée de... Comme quoi, je suis attaché à mon pays et tout. Attendez, je change le fond d'écran parce qu'il est pas beau, lui. Et le déclic, c'est que lorsque je défendais ma morale, les gens étaient contre moi. Mon peuple, il était hostile, il était contre moi, je me faisais insulter, homophobe, intolérant.
Je me faisais insulter, au départ je me disais c'est normal. C'est normal, je me fais insulter parce eux, ils sont pour la pornographie, les homos et pour l'impudeur, donc ils m'insultent. Et donc le déclic, c'est qu'à un moment donné, à force de me faire rejeter par mon propre peuple, je me suis fait la réflexion de, en fait, pourquoi c'est mon peuple? Qu'est-ce qui me relie à mon peuple? Pourquoi il y a ce mont là? Qu'est-ce qui fait là le mont? Pourquoi c'est mon peuple? Pourquoi c'est mon pays? D'où vient ce mont? Et donc je me suis rendu compte que tous ces gens qui étaient contre moi, ce peuple qui m'était hostile, je n'avais aucune raison, en fait, de considérer comme mon peuple, mon pays, et de vouloir les sauver. Ce sont des gens qui me détestent. Pourquoi je les considérerais comme mon peuple? Juste parce que je suis né ici, je dois être attaché à eux alors qu'ils sont à l'opposé de moi. C'est le contraire de moi, ils me sont hostiles et je dois les considérer comme mon peuple et vouloir le bien pour mon pays. Et donc là, j'ai compris que ce mont, il n'avait rien à faire là. Le mont, c'était juste un réflexe parce que je suis né ici, donc j'ai appris ce mont. Mais en fait, ce mont n'a rien à faire là. C'est juste un peuple. C'est un peuple contre moi, et ce n'est pas mon peuple. Et donc quand j'ai réalisé ça, qu'en fait, il n'y avait pas ce mont, en fait, je pouvais être indépendant, je n'étais pas obligé d'être rattaché à ce peuple. Quand j'ai compris ça, donc ça a été le déclic, et ça m'a libéré. Parce que je me disais, il faut sauver la France. Mais en fait, tous ces gens qui sont contre moi, pourquoi je voudrais les sauver, puisqu'ils sont contre moi? C'est mes ennemis, pourquoi vouloir sauver ce peuple? Et donc par la réflexion, je me suis libéré, et je me suis rendu compte que j'étais endoctriné. J'étais complètement endoctriné malgré moi. Et je me suis rendu compte que quand j'avais cette idée comme quoi il faut défendre la France, il faut que je défende la France, cette idée ne provenait pas purement de moi. Elle m'avait été inculquée de façon subtile. C'était comme un réflexe en fait. C'est un réflexe, c'est mon peuple, je défends ma patrie. Mais c'est juste un réflexe. Ça ne vient pas vraiment de moi. Et ça va contre mes intérêts car c'est un peuple qui m'est hostile. Et j'ai pas à défendre un peuple qui m'est hostile. Et donc ce que j'ai fait en fait, c'est un désaveu en fait. En fait, j'ai reproduit malgré moi le schéma des prophètes dans le Coran. J'ai fait un désaveu avec mon peuple comme Ibrahim dans le Coran. Ou plutôt comme le prophète Lut. Parce que si vous regardez bien, je suis arrivé à mon peuple, je les ai prévenus, je leur ai dit attention, la pornographie, il faut arrêter ça, attention, l'homosexualité, il faut arrêter ça, je disais c'est dégueulasse et tout, c'est contre nature. En fait, j'expliquais la vérité à mon peuple, mais ils m'écoutaient pas. Ils m'écoutaient pas, ils m'insultaient, ils me crachaient dessus. Je leur expliquais, regardez, il faut couvrir vos cochonnes, là ça va plus du tout. Je leur expliquais des choses, des vérités, mais ils me rejetaient. Donc il y a eu la période de prédication en quelque sorte. Et après, quand je me suis rendu compte que ça servait à rien et que c'était mes ennemis, qu'ils étaient contre moi et qu'ils pouvaient pas m'entendre, ils étaient incapables de m'entendre, à la fin ce que j'ai fait c'est que j'ai quitté ce peuple, je me suis désavoué. C'est pour ça que quand je vois des musulmans et des imams appelés à faire le chemin inverse, parce que moi j'ai fait le chemin naturel qui consiste à se désavouer d'un peuple perdu en fait. En fait je me suis dit, il n'y a plus rien à sauver. À un moment donné, je me suis dit, en fait, il n'y a plus rien à sauver. Je me suis dit, il n'y a plus rien à sauver, cette histoire de sortie de lieu, c'est ridicule, ça sert à quoi? On va sortir de lieu, pourquoi? Au lieu que les homosexuels se sodomisent entre Européens, ils vont se sodomiser entre Français, mais ça va changer quoi? Donc je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien à sauver, j'ai fait le chemin du désaveu, c'est un chemin islamique, c'est le chemin naturel islamique, et les imams, ils font le chemin inverse. Ils s'éloignent de leur religion, ils veulent se rapprocher de tout ça. Dites aujourd'hui à un musulman, je vais t'envoyer dans un pays où il y a des homos. Je connais que ça va pas, moi je vis pas avec les homos. Mais t'as rien compris. Au contraire, il faut aller vivre avec eux. Si on était bien équilibré dans notre religion, on devrait aspirer à former une seule et même Ummah avec les Français qui ne sont pas de confession musulmane. Ça, c'est ce modèle-là qu'on devrait essayer de promouvoir. De dire, moi je suis français, j'aime mon pays, je suis prêt à me défendre, à me battre pour mon pays, etc. Je t'écris, moi, un de tes enfants adoptifs, une lettre d'amour, à toi, rien qu'à toi. Parce que je t'aime, aussi longtemps que l'homme peuplera la terre, ta révolution lui servira de modèle. C'est donc à ce point que je t'estime, c'est donc à ce point que je t'admire. Cher peuple de France, le musulman français t'appartient. Au nom des valeurs que tu lui as transmises, tu es sans doute le meilleur cadeau qu'il ait eu. Tu coules dans ses veines. Il t'aime et aimerait te le dire. Comme dit Mounir, il veut former une seule Oumma avec les mécréants, il veut défendre son pays. En fait, il fait le chemin inverse. Les imams, ils font le chemin inverse, ils font l'alliance avec les mécréants au lieu du désaveu. Alors qu'ils ont une religion à respecter, ils ont des textes, ils ont des ordres. Moi, je n'avais pas d'ordre, j'étais seul, et j'ai pris le bon chemin. Eux, ils prennent le mauvais chemin alors qu'il leur a expliqué quel est le bon chemin à suivre. Moi, je suis la voie des prophètes sans la connaître, et eux, ils suivent la voie inverse en connaissant la voie des prophètes. Et donc, si jamais il y a des nationalistes qui passent par là, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais si jamais il y en a, je vous invite à vous poser la question, pourquoi vous voulez sauver votre pays?
Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez attaché à ce peuple? Et si jamais vous êtes prêt à mourir pour votre pays, pour la patrie, posez-vous la question, réfléchissez et vous vous rendrez compte à quel point c'est stupide. Mourir pour un peuple d'abrutis qui va voter Hollande, puis Macron, puis on sait pas qui, puis on sait pas qui, plus abrutis, à chaque génération de plus en plus abrutis, il y en a, ils sont prêts à mourir pour ça. Et si tu pousses la discussion jusqu'au bout, à la fin, ils vont invoquer des mots. Ils vont dire, je suis prêt à mourir pour la patrie, par exemple. Pour la patrie ou pour la liberté, pour la démocratie, pour l'honneur. Bon, ça c'est encore plus stupide, l'honneur. C'est-à-dire qu'ils n'apportent pas de réponse rationnelle. Ils disent pas, je suis prêt à mourir pour me sauver, pour sauver ma famille, ou pour obtenir un gain financier. Il n'y a pas de réponse rationnelle. C'est pour des mots. Ils sont prêts à mourir pour des mots. Mais tous ces mots qu'ils appellent leurs valeurs. Tous ces mots, déjà on peut les démolir un par un. La laïcité, la république, les droits de l'homme. Tous ces mots qu'ils ont inventés et auxquels ils se rattachent et ils s'unissent entre eux par ces mots, ils en ont besoin parce qu'ils n'ont plus de religion. Parce que pour construire une société, pour bâtir une société, il faut une structure, il faut un socle. Et normalement, c'est la religion qui donne la structure. Par exemple, à partir de la religion chrétienne, tu peux former une société. Si tu bâtis une société sur la religion chrétienne, tu as un socle, tu as une structure pour bâtir. Tu peux pas bâtir sur du vide. Et donc ceux qui n'ont pas de religion, les athées ou les agnostiques, ils n'ont plus de structure. Et comme on ne peut rien construire sur du vide, ils ont dû créer ce socle de valeurs. Donc ils ont pris des pierres pour créer le socle de leur civilisation. Donc ces pierres, ce sont des mots. Ce sont des mots et pour les rendre solides, ils ont dû les rendre sacrés. Il a fallu les rendre sacrés pour que ce soit suffisamment solide pour créer une société. Et donc en les faisant devenir sacrés, ce sont devenus des idoles. Comme ils n'avaient plus de religion, ils ont dû en créer une artificiellement, de toutes pièces. Et donc cette religion s'appuie sur ces valeurs. Et après ils se mettent à inculquer ces valeurs à leur descendance, à les défendre, les protéger, les promouvoir, les propager. Et parfois carrément ils les sculptent. Ils sculptent ces valeurs, ils sculptent ces mots dans de la pierre. Et après avec leur liberté par exemple, ils vont justifier tout et n'importe quoi. Tout ce que je dénonce, porno, homo, femme à poil, on peut ajouter l'alcool, le tabac, toutes ces choses, ils les défendent au nom de la liberté. Et après, pour les justifier, ils utilisent des slogans. Ils disent la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Ils veulent dire par là que tout le monde a le droit de regarder de la pornographie, d'être homo, d'être à poil, de boire et de fumer. Pourquoi? Parce que c'est la liberté individuelle. Et ça n'affecte pas la liberté des autres. Ça, bien sûr, c'est un mensonge. Parce que qui te dit que mon père n'est pas mort d'un cancer à cause du tabac? Et où est passée ma liberté d'avoir un père vivant? Ma liberté d'avoir un père? Où est passée ma liberté d'avoir un père? Elle a été détruite par ton histoire de liberté individuelle. Donc le slogan est vrai, la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Et donc la liberté pour une personne de fumer s'arrête là où la liberté de son enfant d'avoir un père commence. Si je suis une femme et que je cherche un mari, où est passée ma liberté d'avoir un mari qui ne consomme pas de pornographie? Cette liberté a été détruite. Je n'ai plus la liberté d'avoir un mari qui ne consomme pas de pornographie. Pourquoi? Parce que ma liberté d'avoir un mari qui ne soit pas pervers a été détruite par ton histoire de liberté individuelle. En fait, il faut en croire que la liberté individuelle n'affecte que l'individu alors que ça affecte tout le monde. Qui vous dit que mon père n'est pas mort du tabac? Qui vous dit que mon meilleur ami n'est pas en prison parce qu'il a fait un crime passionnel sous l'effet de l'alcool? Que répondez-vous aux femmes qui se font infliger toutes les pratiques pornographiques parce que tous les hommes regardent la pornographie? Donc ce slogan, c'est pas que c'est un mensonge, c'est qu'il est mal compris. Après, ils ont d'autres slogans. Ils ont pour le féminisme, pour défendre le féminisme, ils disent on ne naît pas femme, on le devient. Voilà, toutes les féministes disent ça. On ne naît pas femme, on le devient. Ben, moi, je réponds c'est vrai, on ne naît pas femme, on le devient. Donc, deviens femme. Apprends à être femme et deviens femme, puisque on ne naît pas femme. Apprends à être discrète, sage, apprends à faire à manger, le ménage, à t'habiller, parce qu'il faut devenir femme, car on ne naît pas femme, on le devient. Pour les homos, ils disent les homos, ils ne font du mal à personne. Ils disent ils font du mal à personne. Bizarrement, hier, j'ai regardé Koh-Lanta, j'ai souffert. J'ai souffert parce que tout le long de l'émission, il y avait un homo qui faisait l'homo, et ça m'a dégoûté. Toute la soirée, j'étais dégoûté. Ça m'a pourri ma soirée, ça m'a pourri mon Koh-Lanta. Je suis allé me coucher, j'étais déprimé. Quand je vois que je vis dans un monde de sodomites, je suis déprimé et je souffre. Je suis malheureux. Donc ce slogan, les homos, ils ne font du mal à personne, il faudrait ajouter physiquement. Physiquement, c'est vrai, ils font du mal à personne, ils tapent pas les gens. Mais il n'y a pas que le mal physique, il y a aussi la souffrance morale, la souffrance psychologique. En fait, tous leurs slogans peuvent se renverser et se retourner contre eux, tous leurs mots peuvent être démolis un par un. Pourquoi? Parce que ce sont juste des mots, ce sont juste des slogans. Un slogan, ce n'est pas quelque chose de solide, c'est des paillettes un slogan. C'est comme dans une pub, il y a un slogan. Mais c'est juste des paillettes pour donner une impression.
une impression de vérité, alors que ce n'est pas une vérité. C'est juste un slogan, ce sont des mots. Ce sont des mots et ce n'est pas solide. Mais ils doivent les rendre solides, ils doivent faire croire que ce sont des choses solides. Donc ils les rendent sacrées, ils les font vivre, ils disent on les fait vivre. Ils font ça parce que sinon ils ne peuvent rien bâtir car ils n'ont plus de religion. Ils n'ont pas de religion, donc ils ne peuvent pas faire une société. Et donc ils ont créé une religion de toutes pièces, basée sur des mots qu'ils ont rendus sacrés et qui deviennent des idoles. Et donc à la fin, t'en as, ils sont prêts à mourir pour des mots. Ça c'est juste du fanatisme religieux, ça. C'est du fanatisme religieux, ils ont leur religion là, et il y en a, ils sont prêts à mourir. Et tout ça c'est expliqué dans le Coran dit vous n'adorez en dehors d'Allah que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Ce sont des noms, ce sont des mots qu'ils adorent. Le Coran dit aussi, ce n'est que par amour mutuel entre vous dans la dunya que vous avez pris des idoles. Pourquoi? Parce que ces mots, ils créent un lien affectif entre eux. Ils ne sont plus unis par une religion, ils sont unis par ces mots, ils sont liés par ces mots. Et au passage, ça répond à Ukasha qui écrit dans son livre, sais-tu pourquoi Allah n'a jamais pu parler de l'athéisme et de l'agnosticisme? Donc ça, je viens d'y répondre, il n'y a pas besoin de parler des athées et des agnostiques, parce que les peuples athées et agnostiques se mettent à créer des idoles. En France, ils sont plutôt athées et agnostiques, mais ils ne créent pas une société athée ou agnostique, parce que tu ne peux pas créer une société sur l'athéisme, donc ils se mettent à inventer des mots et à les prendre comme idoles. Et ils deviennent des polythéistes. Et les polythéistes, le Coran en parle. Ils ne parlent pas des athées et des agnostiques, parce qu'il n'y a pas besoin, car lorsqu'ils sont en peuple, ils deviennent polythéistes. Parce que tu peux rien bâtir sur l'athéisme. C'est comme l'anarchie. Sur l'anarchie, tu peux rien faire. Une société anarchique, il n'y a plus de structure, il y a tout qui se vaut, il n'y a plus rien qui tient debout. Tu peux pas construire une société anarchique. Il peut même plus y avoir de bien et de mal. C'est pour ça qu'ils sont obligés de construire un socle de valeurs. Après, ils deviennent sacrés, ils se mettent à les chérir et ça devient des idoles. Et donc, pour en revenir à mon déclic, là, quand j'ai été libéré, en fait, c'est un peu comme les apostats. Ceux qui quittent la religion, ils écrivent des livres, à chaque fois ils disent, dans le titre, ils parlent de liberté. Le titre de leur livre, ça va être Libéré, par exemple. Ou alors, Enda Yari, son titre, c'était Enfin libre. Elle disait qu'elle était prisonnière dans une prison mentale. Donc les apostats, quand ils quittent la religion, ils se libèrent du carcan religieux et ils ressentent une libération. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai ressenti pareil en me détachant de ce sentiment d'attachement à la patrie. Quand je me suis dit c'est bon, ce n'est pas mon peuple, ce ne sont pas mes valeurs, j'ai ressenti pareil que les apostats qui quittent la religion. J'ai été libéré. Libéré parce que c'était aussi une religion. Et c'était aussi une prison mentale. Une prison mentale qui aurait pu me conduire jusqu'à la mort. S'il avait fallu se battre pour la France, si je devais me battre pour la France, peut-être qu'à l'époque je l'aurais fait. Parce que j'étais dans une prison mentale, j'étais complètement endoctriné. J'étais endoctriné dans leur religion. Et donc depuis, je suis bien plus heureux. Parce que porno, homo, les femmes à poil, toutes ces choses, ça ne me concerne plus, ce n'est plus mon peuple. Quand ils ont élu un transsexuel pour l'Eurovision, à l'époque, j'aurais souffert, j'aurais dit comment ça mon peuple et mon pays est représenté à l'international par un transsexuel, et j'aurais souffert de ça. Mais aujourd'hui, je ne souffre plus. Je me dis tiens, un peuple de dégénérés a élu un transsexuel. Et aujourd'hui, ça ne m'affecte pas, je m'en fous complètement. Ils peuvent élire un martien, je m'en fous en fait. Je me dis, bah ouais, c'est logique, c'est un peuple de dégénérés, ils élisent un dégénéré, c'est logique. Donc ça, c'était en 2015, et plus tard, la même année, en cherchant des vidéos sur IQCN, j'étais tombé sur Metmati. Parce qu'à l'époque, en 2015, il faisait des mises en garde contre les imams de la République. Et donc Metmati montrait que IQCN mentait. Il mettait en évidence des mensonges de IQCN. Et moi, je savais pas qu'un imam était capable de mentir. Pour moi, un imam, il dit juste la vérité, il peut pas mentir. Et donc ça m'a intrigué, et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, il m'avait trompé. IQCN m'avait berné, tout comme les conspis, avec Soral et tout, ils m'avaient berné. Eux, ils m'avaient foutu la honte sur le 11 septembre, et lui, il m'a foutu la honte sur la vidéo sur le Coran. Et donc Metmati m'avait été utile parce qu'il m'avait donné un autre son de cloche. C'est ça qui m'a fait me rendre compte que les imams pouvaient mentir. Et à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que lorsque j'écoutais les imams, je vérifiais ce qu'ils disaient, et en vérifiant, je me rendais compte qu'il y avait souvent des mensonges et manipulations. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos contre les imams. Bon, Metmati, depuis, il a arrêté les mises en garde, et finalement, je me suis rendu compte que c'était un menteur aussi, un calomniateur, qui mentait sur des savants, que c'était un chiite, et même un associateur. En fait, c'est comme Soral, c'est juste un passage, en fait. Il permet juste un passage. Soral, il permet de quitter la propagande des médias, et Metmati permet de quitter la propagande de l'islam bisounours, ou l'islam de France. Donc ils sont utiles dans le sens où ils permettent le passage. En donnant un autre son de cloche,
et permettent de quitter une propagande. Mais en même temps, ils créent eux-mêmes une secte. Malheureusement, il y en a, ils restent coincés dans la secte de Soral ou de Mehmeti. Mais bon, si t'es pas trop un mouton, normalement, au bout d'un moment, tu quittes les sectes. Donc ça, je le souligne, je vais revenir là-dessus après. Et donc, j'avais deux ennemis, les conspis qui m'avaient berné, et les imams de la République qui m'avaient aussi berné. Les conspis, j'aurais pu faire des vidéos anti-conspis. Mais en fait, comme je vous ai dit, j'avais fait le désaveu. En fait, j'avais quitté le monde de la mécréance. Il ne m'intéressait plus. Aujourd'hui, il ne m'intéresse plus. Vous me parlez de la politique des mécréants, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est un monde qui ne m'intéresse plus. J'en ai fait le tour, voilà, j'ai vu un peu les groupes. Voilà, maintenant c'est terminé. Et ça, c'est un conseil que je donne aux musulmans, c'est de se désintéresser de ce monde. Parce que je vois beaucoup de musulmans s'intéresser aux histoires de Sarko, Macron, Hollande, les histoires de politique des mécréants. Il y a des musulmans, ils sont à fond dessus, ils suivent les actualités, ils commentent, ils s'offusquent. Et je vous conseille de vous désintéresser de tout ça parce que ce n'est que de la perte de temps. En 2010, vous commentiez ce que faisait Sarko. Sarko, il a fait ceci, il a fait cela. En 2015, Hollande, regardez, il a fait ceci, il a fait cela. Regardez, il est pas beau. Regardez, les pigeons lui ont fait caca dessus. Après, c'était Macron. Regardez, il a fait ceci, il a fait cela. Il est parti au ski. Sa femme, elle est vieille, on dirait une momie. Il a invité des transsexuels, des trans noirs à l'Élysée. Et les gens, ils passent leur temps à ça. Après, il n'y a pas que le président, il y a les ministres, les députés. Toutes ces actualités du monde mécréant, les musulmans les lisent et les commentent et s'y intéressent. Alors que ce n'est que de la perte de temps. Parce qu'après Macron, il y aura qui après Macron? Il y aura Bidule. Ils vont dire, regardez, il a fait ceci, il a fait cela, machin, machin. Après, il y aura Boudoul. Après, il y aura Bubule. Après, il y aura Bibi. Il a fait ceci, il a fait cela. Après, il y aura Baba. Et ça va continuer comme ça à l'infini. Tout ça, ça peut durer une éternité. Pendant une éternité, il y aura des actualités, des faits divers qui concernent le monde mécréant, la politique des mécréants, les actualités des mécréants. Mais au final, tout ça, ça aura servi à rien. Ça aura juste été de la perte de temps. En fait, c'est juste un piège. C'est un piège qui fait perdre le temps aux gens. Pour les mécréants, c'est compréhensible puisque leur vie est vide, ils n'ont pas de religion, donc ils doivent la remplir. Il faut bien quelque chose pour la remplir, donc ils le remplissent de bibi, baba, boubou. Mais pour le musulman, tout ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire bibi, ceci, cela. Ça n'a aucun sens et c'est un piège. Et c'est malheureusement ce que fait Salim Laibi. Salim Laibi, il passe son temps à s'intéresser au monde des non-musulmans. Il est tout le temps en train de commenter l'actualité, Macron, Sarko, Hollande, machin. Il a fait un livre sur Pierre Berger, je crois. Il connaît par cœur les histoires de pédophilie de Skyrock, il connaît par cœur la vie de Pierre Berger. Il a étudié sa vie pendant des centaines d'heures, ou peut-être des milliers d'heures, mais il se rend pas compte que c'est de la perte de temps. Il se rend pas compte qu'on s'en fout complètement, en fait, de Skyrock et Pierre Berger. Un non-musulman, d'accord, il peut s'y intéresser, mais un musulman, pourquoi il passerait des milliers d'heures à enquêter sur Pierre Berger? Salim Laibi, il est carrément gilet jaune. Il est carrément gilet jaune. Il va dans la rue avec un gilet jaune. Il est tellement investi dans la politique des mécréants, il devient carrément gilet jaune. Donc moi, je conseille toujours à Salim de se réislamiser, c'est-à-dire d'arrêter de se salir et de perdre du temps avec la politique des mécréants, et de revenir à sa religion. De se demander pourquoi je connais mieux la vie de Pierre Berger que la vie des compagnons, la vie des savants de l'islam. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a déconné pour que je m'intéresse davantage à la vie d'un sodomite qu'à la vie des savants de l'islam, par exemple? Pourquoi je parle 1 million de fois plus du monde mécréant que du monde musulman? Pourquoi j'arbore un gilet jaune au lieu d'arborer un drapeau avec la shahada? Parce que s'il veut être un dissident, il n'a pas besoin d'être un gilet jaune. Il prend un drapeau avec la shahada et ça y est, il est dissident. Il est dissident parce que l'islam, c'est la vraie dissidence. Ça, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc moi, je conseille à Salim de passer à autre chose. Passer à autre chose et se réislamiser. Alain Soral, Dieudo, Pierre Berger, tout ça, c'est du passé. Maintenant, tu quittes ce monde de dégénéré, comme tu dis. Tu quittes ce monde de dégénéré et tu redeviens musulman. Voilà, c'est mon conseil pour Salim. Donc, comme je disais, j'ai deux ennemis, les conspis qui m'ont berné. Et comme j'ai quitté le monde de la mécréance, ça ne m'intéresse pas d'y retourner pour faire des vidéos anti-conspi. Et mon deuxième ennemi, ce sont les imams qui m'ont berné. Les imams de la République qui m'ont menti, qui m'ont trompé. Et donc c'est pour ça que j'ai fait des vidéos contre les imams. Et donc on en vient à la question de pourquoi donc mes vidéos sur l'islam. Et donc il y a une première raison ici, c'est que les imams m'ont menti et ils ne se sont jamais excusés. Ils se sont jamais excusés, donc je fais des vidéos pour dénoncer leurs mensonges. Vous allez dire, oui mais t'as pas fait juste des vidéos contre les imams, tu t'es beaucoup investi. Pourquoi cet intérêt? Pourquoi cet intérêt pour l'islam? Alors moi, comme je vous ai dit, les sujets qui m'importent, c'est surtout porno, homo, femme à poil. À l'époque, quand je faisais mes vidéos, j'avais l'impression de demander des choses extraordinaires, alors que ce que je demandais, c'était tout simple, c'était basique, c'était stop à la pornographie, faites quelque chose pour les homos, et rhabillez les femmes. Rhabillez les femmes.
En fait, je demandais le minimum du minimum, le minimum syndical. Je demandais vraiment des choses basiques, simples. En fait, c'est même pas le minimum syndical, c'est le minimum vital. Pour vivre sereinement dans un environnement sain, je réclamais au moins ça. Alcool, tabac, au pire, c'est secondaire. Je suis pas capricieux, je demandais juste 3 choses. Donc je demandais des choses simples, pourtant ça avait l'air d'être des choses surnaturelles. Quand je demandais l'interdiction de la pornographie, je me faisais incendier. Pour les homos, je me faisais incendier. C'est un homophobe, machin, on va te casser la figure, etc. On va porter plainte. Quand je disais rhabiller les femmes, je me faisais aussi incendier. Alors que tout ce que je demandais, c'était le minimum vital, c'est tout. J'avais pas de revendication politique du genre diminuer les impôts. Ça, je m'en fous. Ou augmenter mon pouvoir d'achat. Ou même réduire l'immigration. Ce qui m'importait, c'était la morale. Et donc, ces 3 choses. Stop au porno, faites quelque chose pour les homos et rhabiller les femmes. Donc, je regardais des partis politiques, de gauche à droite. Et sur la pornographie, je me rends compte que personne ne veut absolument rien faire. Vous allez me dire, il y a Fillon en 2017, il voulait empêcher l'accès à la pornographie aux mineurs. Sauf que c'est pas du tout ce que je réclame. Ce que je réclame, c'est l'interdiction stricte, la destruction, l'anéantissement. Parce que ce qui est choquant, ce n'est pas seulement que les enfants y aient accès, c'est que les adultes y aient accès. Donc pour la pornographie, personne ne voulait absolument rien faire. Pour les homosexuels, personne ne voulait absolument rien faire. Vous allez dire, il y a Le Pen, elle avait promis, parce qu'à chaque fois c'est des promesses, hein, ça veut rien dire. Elle avait promis qu'elle annulerait les mariages homo. Sauf qu'encore une fois, ce n'est pas ce que je réclame. Pour la pudeur, encore une fois, personne ne veut absolument rien faire. Personne ne propose dans son programme de rhabiller même juste un petit peu les femmes. Personne. Alors moi j'ai cherché le parti de la pudeur. Le parti de la pudeur parce qu'il existe le parti du plaisir. Il y a le parti du plaisir. Je me suis dit peut-être existe-t-il le parti de la pudeur. Je pourrais rejoindre le parti de la pudeur. Malheureusement il n'existe pas et de toute façon s'il existait il n'y aurait que 3 votes. Il y aurait celui qui a créé le parti, il y aurait moi, et il y aurait un imbécile qui s'est trompé de bulletin de vote. En fait on serait que 3, ça sert à rien. Donc moi j'avais des revendications minimales, des revendications naturelles, simples, logiques, mais aucun parti n'acceptait de faire quoi que ce soit. Alcool, tabac, c'est pareil, personne ne veut interdire, avec la fausse excuse aux États-Unis dans les années 30 ou je sais pas quoi, là, ils ont interdit l'alcool, ça n'a pas marché. Depuis, ils prennent ça comme prétexte pour dire on ne peut pas interdire l'alcool parce que sinon ça empire la situation. Bon, c'est un mensonge bien sûr, mais ils se servent de ce prétexte. Et donc je me retrouve seul et personne ne veut lutter contre ces choses. Mais quand je dis personne, en fait c'est faux. Il y a une personne qui a proposé quelque chose, il s'appelle Abou al-Qasim. Abou al-Qasim, il est venu il y a environ 1500 ans, avec un projet qui lutterait non pas seulement contre la pornographie, non pas seulement contre les homosexuels, non pas seulement contre les femmes à poil, mais il lutterait contre la pornographie et les homosexuels et les femmes à poil, et en plus alcool, tabac. J'avais même pas demandé, il a dit c'est gratuit, je te fais aussi l'alcool et le tabac. Et donc moi je demande, ok, c'est pour combien ton mandat? C'est pour 5 ans ou 7 ans? C'est pour 5 ou 7? Parce que ça c'est une chose qui fait peur, c'est que même si un parti qui me plaît accède au pouvoir, ce serait juste pour 5 ans ou 7 ans. C'est-à-dire que ce serait juste quelque chose d'ultra éphémère. Et 5 ans plus tard, ce seraient les dégénérés qui reprendraient le pouvoir. Et ça c'est un très gros problème. Donc je demande, c'est pour 5 ans ou 7 ans? En espérant que ce soit plutôt 7. C'est pour 5 ou 7? Et là, il me répond, c'est jusqu'à la fin des temps. Et donc là, je suis étonné, je dis, attends, mais comment tu vas faire pour rester au pouvoir jusqu'à la fin des temps? C'est pas possible. Le maximum, c'est 7 ans. Et au pire, si tu deviens dictateur, bah, ce sera jusqu'à ta mort, en fait. Ça peut pas être jusqu'à la fin des temps. Comment ça peut être jusqu'à la fin des temps? Et là, il me répond, c'est parce que c'est la parole du créateur de l'univers. Et là, je lui demande, est-ce qu'elle est convaincante, cette parole? Est-ce qu'elle convainc les gens? Et il me répond, en 2019, 1 milliard de convaincus. Et donc là, vous avez un début de réponse à pourquoi je m'intéresse à la religion. C'est parce que ce que je réclamais à mon peuple, le projet que je réclamais à mes semblables, dont ils n'étaient pas foutus de répondre à une seule des revendications, eh bien ce projet-là, Stop Porno, Stop Homo, rhabiller les femmes, ce projet-là, qu'aucun être humain n'est capable de défendre, ce projet-là, Abou al-Qasim est venu avec il y a 1500 ans. Non seulement il est venu avec ce projet, mais en plus sans durée limitée, c'est jusqu'à la fin des temps, et en plus avec une autorité. On ne peut pas faire mieux, l'autorité du créateur de l'univers. C'est pas Macron pense que, c'est pas Fillon pense que, c'est le créateur de l'univers a dit, a ordonné. Et en plus c'est convaincant à 1 milliard de personnes qui y croient. Donc non seulement il vient avec ce projet, mais il apporte aussi une spiritualité derrière. Il apporte toute une spiritualité.
c'est bien plus fort que seulement un projet politique. C'est politique plus spiritualité, avec une autorité suprême et une durée illimitée. En fait, c'est 100 fois mieux que je demandais, j'en demandais pas autant, moi. Je disais juste, faites un effort, je veux plus voir ça. Donc, première raison de mon intérêt pour l'islam, c'est que le projet de Abou al-Qasim répond parfaitement, et même mieux, à mes revendications. En fait, c'est un avant-gardiste, c'est un visionnaire. C'est comme s'il avait vu à l'avance que tout allait dégénérer comme ça, et avant que ça dégénère, il est venu avec les cadenas. Il est venu avec des cadenas. C'est comme s'il avait compris que c'était des boîtes de Pandore. La boîte de Pandore, quand tu l'ouvres, tu perds le contrôle, et ça dégénère, ça dégénère, ça dégénère, tu peux plus rien contrôler. La boîte de Pandore, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas ouvrir. Et c'est comme s'il avait détecté toutes les boîtes de Pandore. C'est comme s'il savait que sans l'ordre pour les femmes de se recouvrir d'un grand voile, qu'elles rabattent sur elles leur grand voile, c'est comme s'il avait détecté que, par exemple, la liberté de tenue pour la femme était une boîte de Pandore. Et il est venu, il a mis un cadenas, qu'elles rabattent sur elles leur grand voile. Comme s'il avait compris qu'à la fin, ça allait dégénérer et qu'elles allaient finir à poil dans la rue. Comme pour les homos, tu commences par donner un peu de liberté, tu ouvres la boîte de Pandore, et après ça dégénère, ça dégénère, ça dégénère. Et donc Abou al-Qasim est venu et c'est comme s'il avait détecté toutes les boîtes de Pandore. Il a dit liberté sexuelle, boîte de Pandore, boum, cadenas. Homosexualité, boîte de Pandore, boum, cadenas. Les femmes à poil, boîte de Pandore, boum, cadenas. L'alcool, boîte de Pandore, boum, cadenas. En fait, il est venu, il a détecté toutes les boîtes de Pandore et il a tout cadenassé. Boum, 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 il a tout cadenassé. Et pour ceux qui se disent un cadenas ça peut s'ouvrir ou ça peut se forcer, bah celui-là non, il n'a pas de serrure, il est indestructible parce que parole du créateur de l'univers, jusqu'à la fin des temps. Donc non seulement il a repéré les boîtes de Pandore, non seulement il a tout cadenassé, mais en plus avec des cadenas indestructibles. Il y a ceux qui penseraient qu'un cadenas c'est trop sévère, il n'y a pas besoin d'interdiction stricte. Par exemple, couvrir la femme c'est trop strict, on pourrait la laisser un peu montrer les chevilles ou quoi. Pour ceux qui penseraient qu'il y a un juste milieu entre l'interdiction stricte et les femmes à poil, eh ben en fait l'Occident a prouvé le contraire. L'Occident a prouvé que quand tu donnes un peu de liberté, ça fait comme une boîte de Pandore et ça dégénère. Il y a ceux qui me disent pourquoi pas le christianisme, qui est contre aussi la pornographie, les homosexuels, les femmes à poil. J'ai plusieurs réponses, mais une seule suffit, c'est que les chrétiens n'ont pas mis de cadenas. C'est Abou al-Qasim qui est venu et qui a tout cadenassé avec des cadenas divins. Vous allez me dire, oui mais si toi t'es pas croyant, tu penses qu'ils ne sont pas divins? Bah, qu'ils soient divins ou pas, peu importe. Si je ne vois pas des cadenas divins, je peux voir des cadenas indestructibles. Ça revient au même. Après, il y en a qui peuvent me dire, oui, mais attention, il y a le djihad. Dans l'islam, il y a le djihad. Attention. Attention, danger. Donc moi, je pose la question, ok, en quoi consiste ce djihad? Et tu me réponds, combattre les koufars. Ok, donc je te demande, qui sont ces fameux koufars? Qui sont-ils? Et là, tu me réponds, ce sont des gens qui répandent sur la terre la pornographie, l'homosexualité, les femmes à poil, l'alcool et le tabac. Qui répandent sur la terre porno, homo, femmes à poil. Et là, je te dis, attends, c'est pas précisément ce qui me dérange dans le monde. Tu es en train de me dire danger parce qu'ils veulent combattre des gens dont l'activité principale consiste à répandre la pornographie, l'homosexualité, les femmes à poil, l'alcool et le tabac sur la terre. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire, attention, danger, ils combattent par l'épée ce que tu combats par la langue. Donc je te demande, est-ce que moi, je dois combattre par l'épée ces choses-là? Est-ce que moi aussi je dois combattre? Tu me réponds non. Toi, t'as pas besoin de faire le djihad. Moi, je te réponds ok. Et donc? Alors là, il saura plus quoi dire, donc pour me faire peur, il va dire attention, ils vont te forcer à croire. Ils vont te forcer à croire, tu vas devoir te convertir. Moi je réponds c'est faux, on ne peut pas forcer à croire, car il existe ce qui s'appelle l'hypocrisie. Ce qu'ils peuvent faire, c'est me forcer à faire croire que je crois, à faire semblant de croire. Mais ils ne peuvent pas me forcer à croire. Donc tout simplement, je vivrai ma vie normalement chez moi, et quand je sortirai pour faire des courses, je me déguiserai en musulman. Ou alors, je dis que je suis chrétien. Je me fais passer pour un chrétien et c'est bon. Et si jamais ils suivent l'école hanafite ou malikite, dans ce cas, j'ai même pas besoin de me faire passer pour un chrétien ni un hypocrite. Je peux même dire que je suis athée. Je suis athée, ils me font rien. Pourquoi? Parce que chez les hanafites et les malikites, ils acceptent tout le monde sous la gouvernance islamique. À part les idolâtres arabes chez les hanafites. Donc si j'ai de la chance, je ne serai forcé de rien du tout. Si j'ai pas de chance, je dirais que je suis chrétien, c'est facile. Et si je veux les avantages qu'ont les musulmans, je peux même être hypocrite. Donc ton histoire de forcer à croire, elle ne me fait pas peur. Et là, tu vas me dire, ils vont couper des mains. Ils vont couper des mains. Alors la question, c'est pas est-ce qu'ils vont couper des mains, c'est de qui vont-ils couper les mains? Et là, tu me dis, les voleurs. Oh, ça tombe bien, je ne comptais pas voler dans ma vie, en fait. Ça tombe bien. Je ne comptais pas voler. Oh, ça tombe bien, je tiens beaucoup à mes biens. Une loi dissuasive contre les voleurs pour protéger mes biens. Tiens, ben, ça m'arrange finalement. Donc encore une fois, tu ne me fais pas peur. Et là, tu vas chercher autre chose, mais tu vas rien trouver. Tu vas rien trouver d'autre pour me faire peur. Donc pour répondre à la question, pourquoi cet intérêt? Donc parce que c'est un projet qui répond
à mes attentes. Encore mieux, c'est un projet définitif. Ça peut plus changer, c'est jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est sous-estimé. Parce que même si vous trouvez un homme politique, vous trouvez un homme politique qui est vraiment génial. Sa politique, c'est parfait. Il va combattre les immoralités. Ok, donc on a trouvé l'homme politique idéal. Le problème, c'est que 5 ans plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Élection. Sa politique n'aura duré que 5 ans. Et si c'est un dictateur, peut-être 30 ans. Mais le projet islamique, c'est un projet qui est définitif. Pour jusqu'à la fin des temps, c'est le même projet. Autre chose de très important et de très sous-estimé, c'est que c'est un projet figé. C'est figé, ça ne changera pas. C'est imperméable au progrès, ce qui fait que on sait à quoi s'attendre. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que avec les projets qui ne sont pas figés, par exemple, le projet occidental, il est entraîné par le progrès. Il y a le progrès, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On ne sait pas jusqu'où va nous mener ce progrès. Les homos, ils ont de plus en plus de liberté, mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Les femmes de plus en plus à poil, chaque génération de plus en plus à poil, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ça va conduire à quoi? On ne sait pas ce qui nous attend au bout. La technologie de plus en plus technologique, il crée des bombes de plus en plus puissantes, et à la fin, vers quoi ce progrès va nous mener? On ne sait pas ce qui nous attend au bout. Et on constate que la société empire à chaque génération, c'est de pire en pire. Donc le progrès nous entraîne vers l'inconnu, on ne sait pas où il va nous conduire, mais ça promet d'être terrible et terrifiant. Le progrès nous entraîne dans un inconnu terrifiant. Alors qu'en islam, c'est figé, on sait à quoi s'attendre. On sait que le pire du pire du pire du pire, on sait que le pire du pire du pire du pire, c'est le combat contre les mécréants. Alors qu'en Occident, le pire du pire du pire n'a toujours pas été atteint. On ne sait pas ce que c'est. Il y a déjà les bombes atomiques, donc on a une petite idée de ce qui pourrait se passer. On a une petite idée du pire, mais on l'a toujours pas atteint. Ce ne sera pas juste un combat régulier contre notre peuple. Ce sera bien pire. Donc ça, c'est très important, c'est qu'il y a une sécurité sur le futur. On sait à quoi s'attendre. On sait à quoi s'attendre, ça a été figé dans des livres au Moyen-Âge, et ça ne peut pas dégénérer. Alors que le progrès, il est terrifiant parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Il y en a même qui commencent à avoir peur de l'intelligence artificielle. Il y en a plein qui pronostiquent la fin de l'humanité. Pourquoi? À cause du progrès, pas à cause de l'islam. Donc c'est un projet qui répond à mes attentes, c'est-à-dire aux besoins vitaux. C'est un projet définitif, figé. C'est quelque chose de sérieux quand même, il y a beaucoup d'adhérents. C'est sérieux, ça apporte une spiritualité, donc ça le transcende. Une autre raison, c'est que c'est quand même une religion intéressante. Ceux qui me disent pourquoi tu t'intéresses à l'islam, j'ai l'impression qu'ils trouvent que leur religion n'est pas intéressante. Vous êtes musulman, mais vous trouvez que votre religion n'est pas intéressante. Moi, je réponds aussi, c'est une religion intéressante. C'est une religion intéressante et d'ailleurs qui intéresse et même qui obsède. Les mécréants, ils sont obsédés par l'islam. Tous les jours, islam, islam, islam. Ça obsède les mécréants parce que les mécréants ont une vie vide et donc pour la remplir, il leur faut des émotions fortes. Des émotions fortes, donc le niqab, ça crée une émotion forte. Le niqab, les attentats, ils adorent ça. Les attentats, ça les fait vivre. Ça les fait vivre, les attentats. Parce que dans leur vie, ils n'ont pas vraiment d'émotions. Donc ils créent des émotions dans les films, dans les jeux vidéo, mais dans la réalité, il n'y a pas vraiment d'émotions dans la réalité. Et quand il y a un attentat, là, ça crée tout plein d'émotions dans la réalité et ça leur plaît. Ça les fait vivre, ça leur donne le sentiment d'exister. Enfin, parce qu'ils n'existaient pas. Tiens, je ressens des choses que je n'avais jamais ressenties, de la peur, le niqab, oh là là, c'est terrifiant, je ressens des choses, donc j'existe. Voilà, ça les fait exister. Les islamophobes, ils construisent leur vie sur l'islam. En fait, l'islam, c'est le sujet numéro 1, c'est le sujet qui les passionne, ça les passionne. Certains, ça les obsède. Et il y a des musulmans qui se plaignent de ça, il y a des musulmans, ils se plaignent, oh, ils parlent toujours de l'islam, ils critiquent toujours l'islam. Et moi, je vous réponds que je ne comprends pas en quoi ça vous dérange, étant donné que si vous considérez que votre religion est la vérité, alors vous devriez être satisfait que ce soit le sujet phare, le sujet numéro 1, le sujet qui déchaîne les passions. Imaginez si le sujet numéro 1, c'était les bouddhistes. Les mécréants passent leur temps à critiquer les bouddhistes, et l'islam, ils s'en foutent. Ce serait satisfaisant que le sujet numéro 1, le sujet phare, ce soit les bouddhistes. C'est pour ça, moi, je réponds que vous devriez au contraire être satisfait, être content que les mécréants ne parlent que d'islam. Même s'ils en parlent mal, même s'ils en parlent pour critiquer, l'important, c'est pas comment ils en parlent, mais c'est que ce soit le sujet numéro 1. Donc lorsque je m'intéresse à l'islam, je m'intéresse à une religion intéressante, et aussi au sujet numéro 1 de société. Parce que les gens, ils s'y intéressent sans l'étudier. Juste, ils lisent des faits divers, ils lisent quelques sites islamophobes. Moi, je m'y intéresse en étudiant.
Quelle est la normalité? Celui qui étudie une religion qui est le sujet numéro 1, ou tous ceux qui parlent d'une religion qui est le sujet numéro 1 sans même l'étudier? Je pense que la normalité, ce n'est pas moi, ce sont tous ces gens qui sont obsédés par l'islam sans l'étudier. Un autre point important qui est aussi très sous-estimé, c'est que c'est une religion qui va durer, ça va durer, c'est-à-dire que chaque fois que je parle de hadith, de versets, de savants, de compagnons, tous ces gens dont je parle, tous ces textes que je cite ou que j'étudie, dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, il y aura toujours des musulmans, ce sera peut-être toujours le sujet numéro 1, et les gens qui vivront dans 3000 ans, ils étudieront les mêmes textes et les mêmes noms que je suis en train de citer. C'est-à-dire que quand je fais mon programme Aïcha, là je vais lancer le programme Aïcha, ce programme Aïcha, il est éternel, il ne sera jamais obsolète. Dans 3000 ans, mon programme Aïcha sera toujours d'actualité, et il sera toujours intéressant. Alors que si je fais un programme Lionel Messi, ça va intéresser les gens de notre génération, mais dans 1000 ans c'est fini. Enfin, même dans 100 ans, dans 100 ans il y aura peut-être quelques personnes qui seront intéressées par la vie de Messi, mais dans 300 ans c'est fini. Dans 1000 ans n'en parlons pas. Dans 3000 ans ce sera un fossile. Messi, dans 3000 ans, c'est un fossile. Alors que Aïcha, les hadiths de Aïcha, c'est éternel. Dans 3000 ans, ils seront toujours autant lus, récités, étudiés. Aïcha, elle est éternelle. Et donc quand je parle de Aïcha, de hadith et tout, c'est quelque chose qui n'a pas de durée limite. Ça n'a pas de durée d'expiration. Par exemple, si vous prenez une traduction du Coran, la traduction de Hamidullah, dans 3000 ans, il y aura toujours des millions de personnes qui seront encore en train de lire la traduction de Hamidullah. C'est pour ça que quand je parle d'islam, quand je parle de compagnons, de savants, Abu Huraira, Aïcha, tous ces mots que j'utilise, tout ce que je dis c'est intéressant aujourd'hui, ça intéresse des milliers de personnes aujourd'hui, mais ça continuera d'intéresser jusqu'à la fin des temps. Quand je dis dans tel hadith, c'est pas les gens, c'est les musulmans, je montre les chaînes de transmission et je montre que le vrai mot c'est musulman. Là, ce que je suis en train de dire, ça intéresse ou ça concerne des millions de personnes aujourd'hui, des millions de personnes dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Et une autre raison, c'est que non seulement je trouve ça intéressant, mais aussi je suis tombé amoureux des hadiths. Les hadiths, en particulier parce qu'il y a les chaînes de transmission, ça me plaît beaucoup. Il y en a, ils peuvent me reprocher de ne pas assez parler du Coran, parce que je parle beaucoup plus des hadiths que du Coran. Et ma réponse, c'est que déjà, ce qui m'intéresse dans le hadith, c'est la chaîne de transmission. Dans le Coran, tu n'as pas la chaîne de transmission à chaque verset. Et aussi parce que les hadiths sont des paroles humaines, des paroles simplifiées pour les hommes. C'est des paroles du prophète. Alors que ça, c'est des paroles plus complexes. Ce sont des paroles plus lourdes, plus complexes, souvent plutôt pour la méditation et la spiritualité. Et comme l'origine, c'est censé être le créateur de l'univers, c'est pas la même chose. Parce qu'on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi sur des versets du Coran. Les hadiths, ce sont des paroles du prophète simples à comprendre, mais le Coran, c'est différent, ce sont des paroles plus lourdes, complexes, et sur lesquelles tu ne peux pas te permettre de raconter n'importe quoi. Si tu racontes une bêtise sur un hadith, à la limite, c'est pas grave. Il se peut même que ce hadith n'ait pas été prononcé par le prophète. Mais si tu dis une bêtise sur un verset du Coran, c'est différent. Donc c'est pour ça que je m'intéresse aux hadiths, c'est parce que ce sont des paroles simples, des mises en application pratiques, paroles d'un homme à des hommes, et surtout parce qu'il y a les chaînes de transmission. Et donc il y a de l'étude à faire. Alors que sur un verset du Coran, quel est le genre d'étude que je pourrais faire? Les gens qui font des études sur le Coran, en général, c'est de la numérologie. Sur le Coran, tu peux t'amuser à faire de la numérologie. Alors que sur les hadiths, tu peux étudier les rapporteurs, les chaînes de transmission, les différentes versions du hadith. L'étude du hadith est plus simple, scientifique et accessible. Alors que l'étude du Coran, ça va plutôt être de la méditation. Ça n'a rien à voir, c'est plus spirituel. Donc voilà, je vais arrêter là, je pense que j'ai oublié certaines choses. Donc il faut bien comprendre que Basile Blandine, c'est une chaîne consacrée à l'islam. Et là, ils me disent, quand tu parles, on dirait que tu es musulman. Mais vous n'avez pas compris que c'est le principe de la chaîne. Le principe de la chaîne, c'est de prendre comme postulat de départ que l'islam est la vérité. Et à partir de ce postulat, tu peux commencer à proposer des réflexions et analyses. Pour étudier un objet, un concept, il faut obligatoirement le supposer vrai. Tu ne peux pas étudier l'islam si tu prends comme hypothèse qu'il est faux. Ça, c'est ce qu'a fait Michel Onfray. Michel Onfray, dans son livre Penser l'islam, il a fait l'erreur de penser une chose en la supposant fausse. Et donc il raconte n'importe quoi et rien d'intéressant. Et pour penser un objet, il faut le supposer vrai, sinon tu ne peux pas le penser s'il est faux. Parce que si l'islam est faux, en fait, il n'y a rien à penser. Il n'y a rien à penser, il n'y a rien à étudier. La seule chose à dire, si l'islam est faux, en fait, il n'y a rien à dire, il n'y a rien. C'est juste, c'est une secte, voilà. C'est une secte, point. Il n'y a rien à dire, en fait. Pour l'étudier, il faut supposer que c'est vrai, et après tu peux commencer à raisonner dessus.
Pour raisonner sur un objet, faut le supposer vrai. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup d'islamophobes, c'est qu'ils raisonnent sur l'islam en le supposant faux. Sauf que ça n'a aucun sens. En mathématiques, quand on formule un raisonnement, on dit soit n un entier naturel, alors, et après on raisonne dessus. On raisonne sur ce n, mais pour raisonner dessus, faut le supposer. Supposons n un entier naturel. Et ce que font Michel Onfray et les autres islamophobes, c'est qu'ils disent, en fait, ils font supposons n n'existe pas, alors, et après ils en arrivent à des absurdités. Mais c'est logique que tu arrives à des absurdités sur n, sachant que tu l'as supposé inexistant. Tu ne peux pas raisonner correctement sur un objet sans en avoir présupposé l'existence. C'est pour ça que Basile Blandine, il fait comme si c'était vrai, et après ça lui permet de développer ses analyses. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la conclusion que République égale religion, que les Français sont des associateurs, que Bajrafil est un soldat d'Iblis, et donc au final, Basile il fournit une vision du monde islamique, avec un prisme islamique. En fait, c'est comme quelqu'un qui réfléchirait sur un film ou une série télévisée. Imaginez la série Lost, et là, tu as quelqu'un, il dit je pense que la fumée noire, c'est machin. Je pense que quand Jack il a fait ça, Kate, elle était partie faire ça. Je pense que le secret de Jacob, c'est ceci. Et le type, il commence à développer toute une théorie pour comprendre Lost, pour essayer de trouver une cohérence à Lost. Il essaie de comprendre le sens de cette série, de comprendre la cohérence, et il formule des théories. Et imaginez, quelqu'un il arrive, il lui dit « Qu'est-ce que tu racontes? C'est bête ou quoi? C'est une série. C'est des acteurs. La fumée noire, là, il n'y a rien à dire sur la fumée noire. C'est un effet spécial, en fait. Elle n'existe pas, la fumée noire. Jack et Kate, c'est même pas leur vrai nom. Jacob, il n'existe pas, Jacob. Il n'a pas de secret, Jacob. C'est un comédien, il joue la comédie. Allô, tu comprends? C'est un comédien, c'est tous des comédiens, il n'y a rien qui n'existe. Quand ils meurent pas vraiment, ils font la comédie. Quand Jack est parti faire ceci, Kate, elle a rien fait de spécial, elle n'existait pas. C'était une actrice, elle devait prendre sa pause déjeuner, je sais pas ce qu'elle faisait, mais elle n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Toute ta théorie est bidon. Et donc il lui dit, on dirait que t'es fou. On dirait que t'es fou, parce que on dirait que tu crois que c'est réel. Et en fait, personne lui dit ça parce que tout le monde a compris que il faisait comme si c'était réel. Pour raisonner sur la série, il faut faire comme si c'était réel. Parce que sinon, si on part du principe que c'est des acteurs, alors il n'y a rien à dire. C'est comme pour l'islam. L'islam, si tu supposes que c'est faux, il n'y a rien à dire. C'est juste une invention. Invention, il n'y a rien à dire. Pour commencer à raisonner, à comprendre et à penser l'islam, il faut supposer que c'est vrai. Et après, tu peux commencer à raisonner, faire des analyses et théories. Tout comme le fan de Lost, qui fait ses théories et qui cherche une cohérence dans la série, en faisant comme si c'était vrai. C'est obligé de supposer la chose vraie pour pouvoir raisonner par-dessus. Et donc ça, c'est une erreur que font les islamophobes, ils supposent faux et après ils arrivent à des absurdités. Et donc c'est aussi l'erreur que certains font par rapport à moi, ils me disent « c'est bizarre, tu parles comme si tu y croyais ». Ben, c'est normal puisque c'est un prérequis, faire comme si c'est un prérequis pour l'étude, réflexion, théorie, analyse. Donc voilà en résumé, question 1, qui es-tu? Réponse, ça vous regarde pas. Quelle est ta croyance? Quelles sont tes croyances? Réponse, ça vous regarde pas. Et quels sont tes intérêts? Donc quel est ton intérêt? Ton intérêt, pourquoi tu t'intéresses à l'islam? Donc ça, j'ai répondu, il y a plusieurs raisons et il doit y en avoir encore d'autres. C'est un projet qui répond aux besoins vitaux, projet définitif jusqu'à la fin des temps, qu'il est figé, on sait à quoi s'attendre, donc ça donne de la sécurité pour le futur, c'est quand même sérieux, c'est accompagné d'une spiritualité qui transcende le projet, c'est une religion intéressante, c'est le sujet numéro 1, que même tous les mécréants sont fascinés par l'islam. C'est quelque chose qui va durer, c'est pas comme Lionel Messi, dans 1000 ans, Abou Bakar, Abou Huraira, Aïcha, tous ces noms, il y aura toujours des millions de personnes pour les citer et s'intéresser à eux, et aussi parce que le hadith m'intéresse. Et si vous avez remarqué, depuis 2011, en fait, j'ai pas changé. J'ai pas changé, j'ai toujours dénoncé porno, homo, femme à poil, etc. Donc l'immoralité, quoi. Et j'ai toujours combattu des charlatans. J'ai toujours dénoncé les charlatans que je voyais. Quand j'ai vu des charlatans dans la dissidence, j'ai dénoncé. Quand j'ai vu le télékinésiste, là, charlatan, je l'ai dénoncé. Donc après, je me suis coupé du monde mécréant. Et je fais toujours la même chose. Avec l'islam, je dénonce toujours porno, homo, etc. Et je dénonce toujours des charlatans. Les charlatans parmi les islamophobes, des chiites et les imams de la République surtout. Les imams de la République, c'est des charlatans qui mentent aux gens. Donc sur la forme, ça a changé, mais le fond n'a pas changé. Le fond, c'est toujours contre les immoralités et contre les charlatans.
Parce qu'il y en a parmi mes anciens fans de 2012, il y en a, ils me disent t'as changé, tu t'es radicalisé. Mais ça, c'est juste une impression. En vrai, je ne me suis pas radicalisé. Je trouve au contraire qu'à l'époque, j'étais bien plus radical. Je disais, c'est des déchets humains, c'est contre nature, c'est dégueulasse, vous êtes des cochonnes à poil dans la rue. J'étais très radical avant. Donc il n'y a pas eu de radicalisation, c'est juste que j'ai fini avec le monde mécréant, j'en ai fait le tour. Et je suis passé à un prisme islamique. Donc le fond n'a pas changé, c'est la forme. La forme, elle s'est islamisée. Bon, après, quand j'aurai fait le tour du monde islamique, quand j'en aurai fait le tour, j'arrêterai sans doute mes vidéos. Je pense avoir déjà à peu près fait le tour. Ce qui me fait rester, c'est que j'ai des projets de vidéos, en particulier le programme Aïcha et des études de hadith. Mais quand j'aurai fini mon programme Aïcha, et s'il n'y a plus de hadith que je souhaite étudier, après peut-être que j'arrêterai les vidéos. Bon, c'est pas encore parce que j'ai beaucoup de projets d'études. Ah oui, j'ai oublié de dire que, étant donné que je prends un prisme islamique, ce que dit Basile dans ses vidéos, c'est pas forcément ce que je pense. Par exemple, moi je ne mange pas de viande, mais jamais Basile ne défendra le végétarisme sur la chaîne Basile Blandine. Pourquoi? Parce que le végétarisme est contraire à l'islam. Et Basile prend un prisme islamique. Donc jamais Basile ne défendra le végétarisme, mais ailleurs je peux défendre le végétarisme. Dans la rue, quand je vais à Lidl, je peux défendre le végétarisme. Donc ça aussi, ça fait de Basile un personnage, c'est qu'il n'a pas toujours les mêmes idées que moi. Pourquoi? Parce que le principe de la chaîne, c'est de prendre comme postulat l'islam. Mais après, si vous voulez, on peut prendre comme postulat l'athéisme, et là je dirais pas la même chose que Basile. Du point de vue athée, j'ai d'autres conclusions que Basile n'a du point de vue islamique. Mais le principe de la chaîne Basile Blandine, c'est de prendre un point de vue islamique. Ok, j'ai fini la vidéo et j'ai oublié plusieurs choses que j'ai notées ici. Alors sur l'autre son de cloche qui m'avait permis de quitter la secte de l'islam de France, c'est aussi une raison de mes vidéos contre les imams. C'est que je souhaite apporter un autre son de cloche. Parce que si tu laisses le monopole de la parole aux imams de la République, même des gens sincères, ils peuvent tomber dans le panneau. Parce que moi j'étais sincère, mais sans autre son de cloche, je tombais dans le panneau. J'ai eu besoin d'un autre son de cloche et donc c'est pour ça que je souhaite moi aussi apporter un autre son de cloche. Une autre raison dont j'ai parlé, c'est que ces imams sont des charlatans et moi j'ai toujours combattu les charlatans qui étaient sur mon passage. Une autre raison importante que j'ai oubliée, c'est que ces imams sont mes ennemis. Ce sont mes ennemis parce que le projet dont je vous ai parlé, le projet avec les cadenas indestructibles là, ce que font les imams de la République, c'est qu'ils essaient de faire sauter les cadenas. Ils essaient de faire péter les verrous. Et donc ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour l'humanité, ils sont dangereux pour les musulmans et ils sont dangereux pour le projet. Ils nuisent au projet, ils veulent combattre ce projet. Ils veulent moderniser l'islam, ils veulent occidentaliser l'islam. Ils veulent créer l'islam de France, avec les valeurs occidentales. Une raison de pourquoi mon acharnement sur Bajrafil, à chaque fois c'est une raison, c'est pas la seule raison, il y a plusieurs raisons. Une raison pour mon acharnement contre Bajrafil, c'est qu'il m'a insulté. Il s'est permis de m'insulter. Le type c'est un mythomane, c'est un menteur, mais il se permet de m'insulter. Je vous refais la chronologie. Bajrafil ment, il ment. Je dis, regardez, il a menti ici. Et Bajrafil a répondu. Et il a répondu avec davantage de mensonges. Il s'est enfoncé dans le mensonge en fait. Plus des insultes. Il m'a traité de guignol 26 fois. C'est facile d'insulter les gens derrière un ordinateur. Parce que tous les gens qui m'insultent, ils se planquent en fait. Ils sont planqués derrière un ordinateur. À propos de Nab, comme j'ai dit du bien de Nab, je précise que je n'apprécie pas Nab. Parce que les gens, ils ont du mal à décomposer les personnes. Pour eux, une personne, c'est un bloc. C'est un seul bloc. Ça veut dire que si je dis du bien de Nab, ça veut dire que j'aime Nab. Ils n'arrivent pas à décomposer, et moi c'est ce que je fais. Nab, je décompose, il y a sa personne que je déteste, c'est un anarchiste, immoral, vulgaire. Et après il y a ses idées, et parmi ces idées, il y a certaines idées qui sont nulles, d'autres qui sont géniales, et c'est de celles-là dont je parle. Ça ne veut pas dire que j'aime Nab, en vrai je le déteste. Mais je reconnais que certaines de ses idées sont bonnes, il a quand même des qualités. Donc là on est toujours dans le problème de la personne contre les idées. Les gens ils s'intéressent aux personnes, moi je prends juste l'idée en fait. Je cite Nab parce que c'est lui qui a prononcé l'idée, mais c'est juste par politesse. En vrai, Nab, c'est juste un support de l'idée. Il y a juste dans le monde des idées qui circulent, il y a des idées qui circulent et dans différents supports. Nab, c'est juste un support, mais lui, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'idée. Mais les gens, ils voient pas les idées, ils voient les personnes. Ils voient les personnes et après, ça fait les gentils et les méchants. Il y a Hitler. Hitler, c'est le grand méchant, et donc, par ricochet, ses idées sont méchantes. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est Hitler a fait un truc méchant, il a tué des dizaines voire des centaines de juifs, je connais pas le chiffre. Donc Hitler est un méchant, alors que c'est faux, je suis sûr qu'il est très gentil dans la vie quotidienne, je suis sûr qu'il est super sympa, il est doux, il est attentionné et tout. Et c'est un méchant, donc ses idées méchantes, pas beau, c'est pas beau. Alors que c'est faux, son idée de tuer les juifs, peut-être que c'était pas beau, mais il a d'autres idées qui peuvent être belles. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à le faire, ils n'arrivent pas à décomposer
à dissocier la personne de ses idées, de ses actes, et parmi sa personne, parmi ses idées, parmi ses actes, à faire le tri, à dire il y en a des pas bien, il y en a des biens. Ils n'arrivent pas à décomposer les personnes, et donc pour eux c'est un bloc. Hitler égale démon. Hitler égale démon, méchant. Bajrafil égale gentil. Parce qu'il y en a, ils me disent, quand je traite Bajrafil de menteur, ils me disent, tu racontes n'importe quoi, je connais Bajrafil, j'ai eu des cours avec lui par exemple, et il n'est pas du tout comme tu le décris. En fait, il est gentil. Donc ça, c'est le même problème, c'est qu'il n'arrive pas à décomposer la personne. Il voit Bajrafil gentil, donc c'est un gentil, donc tout ce qu'il dit c'est gentil, c'est la vérité, alors que non. C'est vrai qu'il est gentil, je suis sûr qu'il est super gentil dans la vie, il est super gentil, il est doux et tout, ça je ne le nie pas. Mais après, sur le plan des idées, ça ne l'empêche pas de dire des mensonges. Après, peut-être qu'il s'en rend pas compte, peut-être qu'il fait de la dissonance cognitive, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un menteur. Il est gentil, doux, mais ses idées sont mauvaises, elles sont dangereuses et c'est un menteur. Il me reste à parler des commentaires et de la photo. Alors l'histoire de la photo, c'est que je tenais à remercier les gens qui suivent Basile Blandine parce qu'ils ne m'ont jamais demandé de montrer mon visage, de montrer ma photo. J'imagine que c'est parce qu'ils sont musulmans, donc ils donnent moins d'importance aux apparences. Et donc je le souligne parce qu'avant, sur mon ancienne chaîne, tous les jours, on me disait montre ta tête, fais voir à quoi tu ressembles, montre ta tête, envoie ta photo. Tous les jours on me demandait, parce que ceux qui me suivaient c'était des mécréants, et pour eux l'importance compte beaucoup. Ils sont dans un monde d'apparence. Et Basile Blandine, personne ne lui a jamais demandé. Donc voilà, je voulais remercier mes abonnés. Bon, on me l'a déjà demandé, mais c'était mes ennemis. Mes ennemis, ceux qui m'aiment pas, par exemple, je critique Bajrafil. Il y a un fan de Bajrafil, il arrive, et il dit comment est-ce que tu critiquais Bajrafil, blablabla, c'est un grand savant, blablabla, tu montres même pas ta tête. Voilà, en fait, il n'y a que eux qui me l'ont dit, il n'y a que les fans de Bajrafil qui m'ont dit fais voir ta tête, tu montres pas ta tête, t'es un lâche, tu te caches. C'est faux, je me cache pas, c'est vous tous qui vous cachez, et le pire c'est qu'une fois, c'était un fan de Ayman Thier qui m'a dit t'es un lâche, tu montres pas ta tête. Mais tu es au courant que Ayman Thier se cache aussi. Ayman Thier, il montre pas sa tête. Et pour les commentaires, donc, je pense que je vais les désactiver, tout simplement parce qu'il y en a trop en fait. Il y en a trop. Sur mon ancienne chaîne en 2014, j'avais remarqué la même chose. À un moment donné, il y avait trop de commentaires. J'avais 4000 ou 5000 abonnés. Je crois que j'avais 5200 quelque chose abonnés. Et je me suis rendu compte qu'il y avait trop de commentaires. Je pouvais plus répondre aux gens en fait. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fermé la chaîne et j'avais recommencé une chaîne. Et donc les gens qui sont revenus sur la nouvelle chaîne, ils étaient plus que 2000. Donc ça m'a permis de réduire les commentaires. Et là récemment, j'ai gagné beaucoup d'abonnés, donc les commentaires ont augmenté. Et ça a dépassé le seuil. Là, je peux plus lire, modérer et répondre. Là, ce n'est plus possible.